Mesdames et messieurs, nous reprenons donc nos échanges dans le cadre de cette conférence régionale pour l'emploi territorial en Limousin. C'est toujours très difficile de tenir l'attention de personnes qui viennent de déjeuner. Déjeuner d'ailleurs qui a été organisé par l'ESAT du domaine de la Fontaine à Saint-Laurent-les-Églises. On peut les remercier parce qu'on a vraiment bien déjeuné, c'était très agréable et ça illustre... Et ça illustre les relations qui existent entre les centres de gestion et puis les personnes handicapées en situation de travail. Merci à vous tous pour cette deuxième table ronde que nous allons aborder sur le thème du statut. Alors le statut, grand sujet d'actualité. Si peu que vous écoutiez la radio ou les journaux, on entend parler de ça depuis une petite quinzaine de jours. Donc il va être intéressant de voir en effet ce qu'il en est, d'une part avec la réflexion, je redis, intellectuelle d'un universitaire, comme je l'ai précisé ce matin, et puis plus de terrain avec des personnes qui travaillent en effet sur différentes structures et le point de vue des élus également qui sont présents parmi nous. Pour cette table ronde, en effet, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Françoise Perrol-Dumont, sénatrice de la Haute-Vienne, Jean-Laurent Nguyen-Cac, qui est président de l'Association nationale des directeurs de centres de gestion et également directeur général des services du centre interdépartemental Grande Couronne, donc une structure très particulière liée à Paris. Madame Françoise Béziat, vous êtes conseillère régionale, présidente de la communauté de communes d'Ussel de Mémac en Haute-Corrèze. Laurent Perréan, on vous a entendu ce matin pour une première réflexion et analyse. Vous êtes membre du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et par ailleurs président du centre de gestion de la Dordogne. Et puis nous avons également, j'ai dit tout le monde, Monsieur Bonnotte. Et Nicole Batty, pardonnez-moi, Nicole Batty, directrice pour la région Limousin du CNFPT. Et Monsieur Bonnotte, donc, qui va ouvrir cette table ronde. Christophe Bonnotte, vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université de Limoges. Et puis, bien sûr, à l'issue de cette table ronde, nous aurons encore l'analyse toujours avisée de Christian Moulinard, qui nous fera part de ses réflexions. Christophe Bonnotte, le pupitre est à vous si vous le souhaitez, ou vous restez dans la chauffeuse, comme vous préférez. Et en tout cas, vous allez donc intervenir sur cette notion de statut, bien sûr dans la fonction publique territoriale. Est-il toujours adapté à ce qu'on attend d'un service public ici en France? Peut-être soulever quelques questions auxquelles nous tous essaierons de répondre. Non, je vais vous donner un autre micro. Tenez. Merci beaucoup. Merci à Xavier Garbard pour l'invitation adressée donc à l'Université de Limoges, qui je crois était déjà présente ce matin et que je représenterai à nouveau cet après-midi. Alors oui, effectivement, je crois qu'on doit doublement féliciter Xavier Garbard, à la fois pour le succès dans l'organisation de cette manifestation et également pour l'excellent coup de communication qui a été opéré. Alors je ne sais pas si c'était voulu, si c'était articulé effectivement, mais on peut saluer le travail de son conseiller en communication pour les propos il y a une quinzaine de jours autour de la question du statut. Alors des propos qui sont prolongés aujourd'hui par une question, le statut de la fonction publique territoriale est-il pertinent? Alors c'est une question évidemment à laquelle je me garderai bien de répondre, je ne suis pas persuadé d'en avoir les qualifications ici. Je me contenterai de poser peut-être juste quelques points de méthodologie et de soulever un certain nombre de questions. Alors le statut est-il pertinent? Pour répondre à cette question, je crois que déjà, il faut lever une ambiguïté ou tout au moins poser un point de méthode. Il est pertinent par rapport à quoi? Vis-à-vis de quoi le statut peut-il ou ne pas être pertinent? Si le statut est pertinent, ou tout au moins si l'on doit juger de sa pertinence, c'est vis-à-vis de la congruence ou de l'adéquation des principes finalement qui sont posés dans le statut, vis-à-vis d'un certain nombre d'enjeux qui aujourd'hui sont ceux de la fonction publique territoriale. Le statut est-il ou permet-il de répondre à ces enjeux? Les principes qui figurent dans le statut permettent-ils de répondre à ces enjeux? La réponse à cette question permettra sans doute déjà de donner un premier renseignement sur le degré de pertinence de ce statut de la fonction publique. Alors simplement, cette question ne doit pas en dissimuler une seconde, qui doit l'accompagner, qui doit la prolonger. Au-delà des principes théoriques qui sont posés dans le statut, la mise en œuvre de ces principes par les acteurs publics territoriaux, cette mise en œuvre, elle, correspond-elle à ces mêmes enjeux, à ces mêmes nouveaux paradigmes de l'action publique territoriale? Voilà, en quelque sorte, les deux points que l'on pourrait présenter. Les principes qui figurent dans le statut sont-ils pertinents? Et le statut lui-même est-il pertinent au regard, aujourd'hui, des enjeux de la fonction publique? Ces enjeux,
On peut en dresser peut-être, non pas une liste exhaustive, mais en tout cas, on peut commencer peut-être à en lister un certain nombre. Le pilotage des effectifs, l'accompagnement dans l'évolution des métiers, le renforcement, sinon tout au moins la confirmation, la consécration, la garantie apportée aux valeurs du service public, puisque c'est le thème également de la table ronde sur laquelle nous intervenons ce matin. Encore une fois, on ne prétend pas épuiser la totalité aujourd'hui des enjeux qui se posent aux collectivités territoriales, mais s'agissant de la fonction publique territoriale, on a là 3 indicateurs, 3 indices du degré de pertinence du statut de la fonction publique territoriale. Et de ce point de vue, eh bien, je crois qu'il nous faut dresser le constat que oui, le statut est parfaitement pertinent. En tout cas, il permet, s'agissant de ces enjeux dont je viens de dresser très rapidement la liste, le statut permet de répondre aujourd'hui aux enjeux des collectivités territoriales. Sur le pilotage des effectifs, on sait que l'interprétation, la lecture qui a été faite du statut de la fonction publique territoriale a permis aux employeurs territoriaux de recourir à l'emploi contractuel en consolidation évidemment des emplois statutaires. On sait qu'aujourd'hui, toute fonction publique confondue, l'emploi contractuel se hisse à un étiage qui est situé entre 15 et 20%. Donc il n'y a pas, de ce point de vue, encore une fois, d'obstacle posé, puisque c'est en filigrane une des critiques qui est faite au statut, son caractère excessivement rigide, sclérosant dans la gestion des effectifs. Je ne crois pas, et les chiffres le démontrent, je ne crois pas que le statut ait empêché les collectivités territoriales, finalement, de jouer sur le paramètre de l'emploi pour adapter leur action, alors en termes d'effectifs globaux, mais également en termes de mission, aux nouveaux enjeux qui sont les siens. Pilotage des effectifs, c'est une chose, accompagnement dans l'émergence, l'évolution, et puis la disparition également de certains métiers. Nous sommes dans un processus qui est un processus de destruction créatrice. Des emplois disparaissent, mais d'autres émergent en fonction des missions qui sont celles des collectivités territoriales. Il est évident que ces missions appellent la création, le développement de nouveaux métiers. Le statut, là encore, semble apporter une réponse parfaitement adaptée à ces nouveaux enjeux. Les modifications qui ont été introduites dans le statut de la fonction publique territoriale par les lois de 2007, en matière de formation notamment, ont permis d'accompagner les agents, de développer des compétences, de nouvelles compétences chez ces agents, et donc d'accompagner l'émergence, le développement de ces nouveaux métiers dans les collectivités territoriales. Mais ces points, j'en suis persuadé, nos différents intervenants pourront, s'ils le souhaitent, les développer de manière beaucoup plus précise. Le statut de la fonction publique est-il également pertinent si l'on se place d'un point de vue qui est celui de la gestion des carrières des agents et de l'individualisation de la gestion de la carrière des agents? Là encore, le statut a apporté la démonstration de sa parfaite flexibilité, de sa parfaite souplesse, des lectures constructives qui peuvent en être faites, et surtout le statut a apporté la démonstration qu'il n'est pas figé. On a beaucoup plus affaire à une cathédrale baroque qu'à un monolithe granitique d'un seul tenant qui ne puisse jamais être révisé. Je crois que le statut général de la fonction publique a depuis 30 ans été révisé un peu plus de 200 fois, sans doute beaucoup plus si l'on intègre les révisions, en tout cas les modifications qui ont été apportées à son volet réglementaire. Le statut de la fonction publique n'y a pas échappé, si bien que le statut dont nous parlons aujourd'hui n'est évidemment pas le statut adopté il y a 30 ans. J'ai presque honte de le rappeler, mais c'est une réalité, encore une fois. Le statut n'a cessé d'être adapté et d'évoluer en fonction des besoins des collectivités territoriales. Et sur ce point particulier, qui est celui de la gestion de la carrière des agents, le décret du 16 décembre 2014 qui introduit l'entretien, enfin qui généralise plus qu'il ne l'introduit, l'entretien annuel d'évaluation, qui permet là pour le coup de réaliser une véritable évaluation des agents, et donc d'impulser ce qui avait déjà, les collectivités n'ont pas attendu les textes pour instaurer cette pratique, d'individualiser la gestion de la carrière des agents, témoigne bien qu'il y a de ce point de vue une appropriation par les collectivités de ce statut, et qu'il semble en tout cas répondre aujourd'hui aux principaux enjeux. Deux aspects complémentaires à ces remarques liminaires, si vous me le permettez. Il se trouve que j'appartiens également à une association qui est l'association Europa, et qui a travaillé sur les questions de droit comparé en Europe des fonctions publiques. Je regrette d'ailleurs que Michel Senimond
n'ait pas pu être présent parmi nous, sans doute eût-il pu apporter un regard plus éclairé que le mien sur ces questions. Mais revenons au sujet qui nous intéresse. Que nous enseignent finalement les exemples européens ? Il nous enseigne tout simplement que la manière dont le statut est appliqué par les collectivités territoriales rejoint d'une certaine manière le grand courant ou les grands courants de réforme qui sont à l'œuvre en Europe, avec une forme de publicisation du statut des contractuels. Je veux dire par là qu'il y a une généralisation des dispositions à caractère réglementaire au statut des agents contractuels et de ce point de vue, une forme de sécurisation de la situation de ces agents publics, une extension des dispositions à caractère statutaire et réglementaire qui ont été consacrées pour les agents, pour les fonctionnaires, au profit des agents contractuels. De ce point de vue, en rapprochement. Et dans le même temps, on ne peut pas le nier non plus, une forme, non pas de privatisation, mais de contractualisation ou de développement des dispositions à caractère contractuel pour les fonctionnaires. Contractualisation sur l'emploi, détermination d'un certain nombre d'objectifs chiffrés, fondés sur des indicateurs permettant d'évaluer, encore une fois, la performance à la fois individuelle, mais également collective. Donc notre fonction publique et la fonction publique territoriale, elle s'insère bien finalement dans ce grand courant européen, et nous ne sommes pas, de ce point de vue, complètement orthogonal à l'égard de ce qui se passe par ailleurs en Europe. Dernier volet qui montre en tout cas, qui témoigne de la parfaite souplesse et, pour reprendre les termes du titre de la table ronde, de la pertinence de ce statut, c'est que le statut a pu absorber quand même et permettre de développer tout un volet managérial. La formation, on l'a évoqué, mais pour l'aborder d'un point de vue statutaire, l'évaluation, tout cela représente encore une fois une transformation de la culture de gestion des agents par les collectivités territoriales, et ce volet managérial a été rendu possible. En tout cas, le statut n'a pas été bloquant de ce point de vue. Le statut, il est ce que l'on en fait. Et c'est de cette pratique, sans doute, que l'on peut mieux mesurer la pertinence du statut. Alors, si j'ai pu dire que les principes figurant dans le statut ne sont pas complètement, encore une fois, en décalage avec les objectifs des collectivités territoriales, le constat est peut-être plus nuancé sur la manière dont le statut est appliqué. Et de ce point de vue, il y a sans doute une véritable formation de l'ensemble des cadres dirigeants des collectivités territoriales à la mise en œuvre de ce statut. Alors, sans doute, le statut est-il parfaitement approprié par les cadres dirigeants des collectivités territoriales? Sans doute, le statut est-il de ce point de vue parfaitement intégré, mais c'est peut-être d'autres cultures administratives rendues possibles par le statut qu'il faut ici développer. Pour ne pas être trop long, je donnerai peut-être simplement quelques points de conclusion. Si le statut doit être aujourd'hui défendu, si tant est qu'il soit attaqué, il semble qu'il l'ait été, si le statut apparaît pertinent, si le statut a sans doute un avenir, c'est également au regard d'un aspect essentiel, le rappel des valeurs de la fonction publique et des services publics. Le statut, ça n'est pas simplement un ensemble de règles statutaires visant à gérer au mieux la carrière des agents dans l'intérêt des collectivités. C'est aussi le rappel d'un certain nombre de fondements philosophiques sur lesquels repose notre modèle d'administration publique, notre modèle de fonction publique. Vous avez ce matin parlé de la réforme territoriale. Vous avez sans doute à cette occasion rappelé combien cette réforme territoriale peut générer de sentiments d'insécurité chez les agents, combien les interrogations pèsent aujourd'hui sur le sens du service public, sur le sens de l'administration publique, sur la préservation des valeurs qui sont quand même au fondement de cette administration et qui en constituent le socle républicain. Eh bien, le statut, ces valeurs, elles figurent dans le statut. Je ne parle pas même ici du projet de loi Lebranchu sur la déontologie dans la fonction publique. Ce projet de loi ne vient finalement que graver dans le marbre de la loi des évolutions qui ont été déjà depuis longtemps consacrées par le juge administratif. On pourrait d'ailleurs parler de l'apport du juge administratif à la complétude du statut de la fonction publique territoriale ou du statut général de la fonction publique. Mais en tout cas, ces valeurs qui sont inscrites dans le statut général de la fonction publique, ces statuts qui figurent au cœur de la fonction publique, le statut est là pour les rappeler avec force et rappeler encore une fois que travailler dans la fonction publique, ça n'est pas travailler pour n'importe quel type d'employeur, pour n'importe quel type de structure, ça s'accompagne d'un engagement au service de la collectivité de l'intérêt général. Et s'il fallait un seul argument, à mon sens, pour défendre et pour mesurer la pertinence du statut, peut-être pourrait-on le trouver dans le rappel de ces valeurs que nous partageons tous ici.
Merci à vous, Christophe Bonnotte, donc pour ces précisions et cet état des lieux, si j'ose dire. Pour vous, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Si on reprend un petit peu ce que vous venez de dire, les statuts ont toujours su évoluer en fonction des différents grands événements. Pas d'inquiétude, j'irai pas jusque-là. Au contraire, les motifs d'inquiétude sont grands. Je veux dire que les coups de sonde depuis maintenant 7-8 ans se multiplient à l'égard du maintien du statut. En fait, pour être clair, les premiers indices de cette interrogation rémanente autour du statut, ces premiers indices, j'en ai eu la perception exacte quand je suis entré en fonction à l'IPAG. Et j'adresse un coup d'œil amical à Christian Moulinard. Quand je suis entré en fonction à l'IPAG, quand j'ai été titularisé sur mon poste de maître de conf. Pourquoi ? Parce que l'un des sujets qui avait été posé à l'époque, c'était faut-il supprimer, au concours d'attaché territorial, était faut-il supprimer le statut de la fonction publique ? Je ne dis pas que poser la question, c'est apporter une réponse, mais évidemment, déjà... Si on se pose la question. Voilà. Alors, mais en tout cas, déjà figurer en germe et se diffuser l'idée selon laquelle, encore une fois, quand même, ce statut pouvait avoir un caractère un petit peu sclérosant et constituer une entrave au développement de la gestion des agents par les collectivités territoriales. Les inquiétudes, je crois qu'on peut en nourrir de légitimes. Je crois qu'il faut être effectivement vigilant. Je crois qu'une mauvaise réponse apportée à une bonne question, la bonne question, c'est celle de la professionnalisation de la gestion, de la professionnalisation de la gestion de la carrière des agents, cela s'entend, mais la modernisation peut-être du statut de la fonction publique. On peut s'interroger sur les points de remédiation, sur les points de rénovation du statut de la fonction publique, tout en gardant à l'esprit, je garde ce mot, la nécessité de conserver l'attractivité du statut. L'attractivité du statut qui nous permettra quand même de faire venir à nous, dans la fonction publique, les meilleurs éléments formé évidemment par l'université, notamment par l'université de Limoges, vous vous en doutez, de faire venir à nous les meilleurs éléments, mais également de garantir une parfaite tranquillité d'esprit, une parfaite sécurité à ceux qui parmi nous sont en poste et qui aujourd'hui, dans ce mouvement de réforme territoriale, ne savent pas trop où ils mettent les pieds, et garantir qu'ils trouveront dans le statut l'assurance qu'ils pourront se consacrer pleinement à leur mission sans avoir le souci, encore une fois, du lendemain. Voilà. C'est pour ça que les inquiétudes, on peut les nourrir. On le sait, les coups de sonde se multiplient pour mesurer le degré d'attachement à ce statut. Ce serait, à mon sens, mais je crois que le sentiment était assez partagé, une véritable erreur que de considérer que le statut peut être bradé de cette manière sans que l'administration territoriale, l'administration publique d'une manière générale, y perde non seulement son âme, mais également les conditions et les garanties de son efficacité. Est-ce qu'on est dans une situation à l'heure actuelle qui est plus difficile que celle des 30 années passées, ou est-ce qu'on a toujours finalement connu ce type de questions et d'interrogations ? Les interrogations autour du statut, d'un statut dérogatoire des agents publics, ces interrogations, elles sont bien plus anciennes que les questions que nous nous posons aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on ne peut que constater une accélération ou une densité supplémentaire autour de ces remises en cause. Enfin, il y a quand même quelque chose qui est tout à fait surprenant. C'est la lecture budgétaire que nous pouvons avoir de la fonction publique, comme si derrière la fonction publique et l'administration, il n'y avait pas des missions qui sont garantes quand même de la cohésion sociale et territoriale dans notre pays. On le sait, la société française, pas simplement, est agitée de tensions. Alors des tensions qui sont, si on en croit les sociologues, à la fois centrifuges et centripètes, c'est-à-dire qu'on tend quand même à une forme de dissolution de la société, et en même temps, c'est paradoxal, mais pas tant que ça, un repli identitaire extrêmement fort, avec des zones desquelles les services publics sont, sinon absents, tout au moins en retrait. Le rôle des services publics est de garantir, revenons à des principes simples, à des idées simples, le principe d'égalité, le principe de cohésion sociale et territoriale et le principe de solidarité. Cette lecture budgétaire ne peut pas être la seule, elle ne doit pas être absente, c'est évident. On ne peut pas raisonner dans un cadre duquel est écartée toute forme de contrainte budgétaire, c'est évident. Mais cette lecture ne peut pas être la seule, au risque, encore une fois, de voir ces tensions qui agitent la société se renforcer, au risque, encore une fois, de notre unité nationale. Merci donc pour ces précisions, qui en effet, je trouve adhésion auprès du public ici présent. Jean-Laurent Nguyen-Cac, vous êtes vous, directeur général des services donc du Centre interdépartemental de la Grande Couronne, mais également président de l'Association nationale des directeurs de centres de gestion. Lorsque l'on parle statut de la fonction publique, est-ce que selon vous, il serait nécessaire d'avoir un statut spécifique à la territoriale,
à la santé et également à l'État, ou est-ce que tout statut confondu peut fonctionner ensemble ? Écoutez, là, la réponse à cette question, elle est politique. Moi, en tant que fonctionnaire, je peux vous donner un avis personnel, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ça n'engagerait que moi. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à un moment donné, il faut que le politique se prononce sur ce qu'il souhaite. Or, on est quand même dans une période où on peut considérer que le statut se cherche un peu. Je voudrais juste donner un exemple sur cette question avant de reprendre la question initiale. En 2007, vous avez Nicolas Sarkozy qui fait un discours devant les IRA à Nantes et qui dévoile sa vision du statut de la fonction publique. Alors, ça s'adressait principalement aux fonctionnaires de l'État. Il a juste rajouté une phrase, les collectivités territoriales ou la fonction publique territoriale suivra. Bon. Et il dévoile une vision statutaire à lui. Il explique qu'il faut libéraliser, il faut remettre le manager en face de l'agent, il faut introduire du mérite, il y a tout un tas de choses, hein, introduire de la contractualisation, le CDI, des primes au mérite, des heures sup, etc. Bon. On arrive à la loi du 12 mars 2012. 12 mars 2012, moi je vous pose une question. Est-ce que c'est une loi en faveur du statut ou une loi contre le statut ? Est-ce que c'est une loi qui introduit le CDI dans la fonction publique territoriale ou c'est une loi de titularisation des fonctionnaires des agents qui remplissent un certain nombre de conditions ? En fait, en réalité, cette loi, on ne sait pas trop ce qu'elle a été. Cette loi, pourquoi ? Parce qu'elle s'est retrouvée à la charnière d'un virage à 180 degrés où on est revenu à une vision beaucoup plus statutaire qu'en 2007. En d'autres termes, si vous voulez, on se retrouve là dans un espace de temps assez restreint à avoir une vision statutaire assez différente. Aujourd'hui, la vision statutaire, elle est assez différente de celle qui avait été exposée devant les IRA de Nantes en 2007. Alors, évidemment, on se retrouve... Tous les politiques se retrouvent, quel que soit le bord aujourd'hui, devant la réduction des déficits publics, devant ce genre de choses. Mais devant la crise, devant la réforme territoriale aussi. Mais en réalité, une vision claire de la vision statutaire qu'on veut avoir, aujourd'hui, on n'en est pas certain. On dit simplement qu'il faut réduire les déficits publics. Ça ne veut rien dire, réduire les déficits publics. Ça veut strictement rien dire. On paye trop d'impôts, ça ne veut rien dire. À mon sens, hein, tout ce que je dis n'engage que moi. Ça ne veut rien dire parce que tant qu'on ne met pas le service public en face, tant qu'on ne met pas ce que l'opinion publique est prête à accepter ou pas, finalement, ça ne signifie rien. À la limite, on pourrait payer 0 impôt. Il suffirait de tout privatiser. On peut privatiser complètement le CNFPT. Il suffit de donner formation initiale. Nicole Bacqui va être contente. Ou la préparation au concours aux universités. Enfin, pas privatiser, mais on pourrait démanteler. En fait, on pourrait démanteler les centres de gestion. On pourrait faire un certain nombre de choses et réduire le nombre d'impôts. Mais est-ce que l'opinion publique, est-ce que les employeurs publics, est-ce que tout le monde est prêt à accepter ça ? Donc, en fait, la vision politique, elle nécessite d'être définie avant. Une fois qu'on l'a définie, on peut, si vous permettez, je vais essayer de répondre un petit peu, donner quelques éléments. Si je suis pas et vous réagirez aussi sans doute aux propos de Christophe Bonnotte. Bien sûr, mais en complément, parce que je suis assez d'accord avec ce qu'a dit monsieur. Mais une fois qu'on a défini la vision politique, là, on peut effectivement œuvrer dans un certain sens. Alors, à mon avis, pour répondre à la question initiale, moi, je pense que le statut est nécessaire, plus que jamais d'ailleurs. Aujourd'hui, dans la fonction publique territoriale, à condition, toutefois, qu'il évolue. Et à une autre condition également, que l'analyse que l'on fait de l'évolution du statut ne soit pas séparée des institutions qui gèrent ce statut. Parce qu'en fait, à mon avis, les deux questions sont indissociables. C'est relativement simple, en fait. En réalité, quand vous avez un statut, le statut, tout le monde sait à quoi il sert. Il sert à pérenniser l'action publique au-delà des aléas politiques. Il sert à garantir un certain nombre de principes constitutionnels, la libre administration des collectivités locales, l'égalité d'accès des citoyens aux emplois publics, etc. etc. Bon.
Si on part à législation actuelle, constante, et si on part à vision constante, globale, c'est-à-dire ce sur quoi tout le monde est d'accord, vision politique j'entends, c'est-à-dire on veut aujourd'hui, on est à peu près tous d'accord pour dire qu'on veut un statut spécifique de la fonction publique territoriale, décentralisé, géré de manière décentralisée, et à peu près homogène sur l'ensemble du territoire. Admettons qu'on parte de ces éléments-là. Le reste, encore une fois, nécessite d'être précisé politiquement. Mais moi, je pars de ce principe-là. À partir de là, plus que jamais, le statut est nécessaire. Et plus que jamais, le statut est nécessaire parce que vous avez une réforme territoriale qui crée des nouvelles collectivités, qui crée des grosses collectivités, qui crée donc des gros aspirateurs à emploi à court terme. Le risque est énorme à partir du moment où vous n'avez pas un statut homogène sur l'ensemble du territoire qui est garanti. Le risque est énorme, il est à nos portes, que le poids de ces grosses collectivités les amène à créer leurs propres règles. Très vite. Les amène à s'arranger avec les préfectures. On le connaît déjà d'ailleurs entre nous, avec les grosses collectivités. On sait très bien qu'il y a des coups de fil qui sont donnés à la sous-préfecture pour faire passer machin ou pour faire une liste d'aptitude locale ou enfin bon. Ou familiale. On connaît tous ces choix. Mais globalement, le statut est à peu près homogène sur l'ensemble du territoire. Est-ce qu'il en sera pareil demain avec des super-régions, avec des métropoles, avec des intercos à plus de 200 000, très souvent à beaucoup plus de 200 000 habitants, etc. C'est pas du tout sûr. Donc il faut garantir, encore une fois, si on souhaite un statut spécifique homogène sur l'ensemble du territoire, il faut trouver le moyen de garantir ce statut. C'est pour ça qu'il est nécessaire. L'alternative, c'est quoi? Si on ne fait pas ça, très vite, vous allez avoir donc un statut qui va se développer en fonction du poids politique, en fonction de la taille, en fonction de la richesse, beaucoup, des collectivités, mais aussi en fonction d'autres critères. Les collectivités au soleil, celles qui ne le sont pas, celles qui sont au nord, celles qui sont au sud, au bord de la mer ou pas, enfin bon, ce genre de choses. Et vous allez avoir une différenciation par collectivité qui sera très nuisible au service public rendu à la population. C'est-à-dire que vous allez avoir des zones où il y aura une pléthore de services de qualité, une population très bien servie, puis vous allez avoir des zones complètement désertifiées en termes de services publics, et par la suite, peut-être, plus tard, en termes de population, puisque... Bon, on connaît déjà ça dans certains secteurs, par exemple les médecins, on connaît ça déjà dans tout un tas de secteurs, c'est le grand débat aussi sur la justice, sur les commissariats, sur un certain nombre de choses. Bon. Donc le risque, c'est ça. Le seul moyen de garantir ce statut homogène sur l'ensemble du territoire, à mon sens, vous avez trois manières de gérer le statut, avec des nuances entre les deux, mais vous avez trois manières. Soit vous avez une manière centralisée, genre le statut de la fonction publique est géré par un organisme unique, un ministère par exemple. À la limite, on fusionne à ce niveau-là, on fusionne avec les trois autres fonctions publiques. Bon, si on veut que ça soit vaguement décentralisé, on le confie au CNFPT. On le confie au CNFPT ou alors un centre national de gestion et on dit, voilà, Paris décide pour le reste de la France. Donc, monsieur un tel que j'ai recruté, que j'ai formé ou que j'ai envoyé se former, je vais l'envoyer à tel endroit. Je vais l'envoyer dans le territoire de Belfort, je vais l'envoyer à Bordeaux. Moi, Paris, je sais qu'à Belfort, ils ont besoin d'un type de cet acabit-là, etc. Bon. Je ne suis pas sûr que les élus acceptent ce genre de choses. Enfin, le principe de libre administration des collectivités locales a pour première conséquence que le maire recrute qui il veut, quoi. Bon. Alors, à l'autre bout, vous avez, vous laissez le statut aux collectivités elles-mêmes. Donc tous les élus recrutent comme ils veulent, ils payent comme ils veulent, ils virent les agents comme ils veulent, ils les font avancer comme ils veulent, etc. Bien sûr, c'est pas la majorité, mais on sait que dans un tel contexte, on ne pourrait pas empêcher certains de recruter la nièce, le copain. On connaît les risques de ce genre de choses. Donc le seul moyen d'avoir un statut, encore une fois, spécifique, homogène, décentralisé, c'est de confier ça à des institutions. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas séparer ça des institutions. C'est de confier ça à des institutions qui soient décentralisées, mais qui ne soient pas les collectivités elles-mêmes, qui soient des institutions gérées par les élus. C'est ce qu'on a choisi depuis 1984, et ce sont les centres de gestion. Enfin, même, ce sont les centres de gestion. Globalement, ça marche. Globalement, ça marche aujourd'hui parce que
les centres de gestion ont 98% des collectivités qui leur sont affiliées. Alors évidemment, ces 98% ne représentent que 50% des effectifs de la fonction publique territoriale. Mais par porosité, par mimétisme, le fait que 98% des collectivités soient affiliées au centre de gestion et qu'ils soient les gardiens du statut, qui gèrent toutes ces règles comme les conseils de discipline, les concours, enfin, qui garantissent en fait toutes ces règles statutaires à peu près de manière homogène sur l'ensemble du territoire, touchent également les autres 50%. Le risque, et j'en terminerai par là, je ne veux pas trop développer, mais le risque, c'est que demain, quand vous aurez des grosses collectivités qui échapperont à l'influence des centres de gestion parce que le nombre d'agents qu'ils auront sera bien au-delà du seuil d'affiliation, ces 50%, même si les centres de gestion ont 97% des collectivités qui leur resteront affiliées, ces 50% vont devenir 20%, 30%. Bon. Et est-ce qu'à ce niveau-là, avec 20%, les centres de gestion sont encore capables de garantir un statut homogène sur l'ensemble du territoire? Rien n'est moins sûr. Donc voilà ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que, à mon avis, si on réfléchit à l'évolution du statut, on ne peut pas dissocier ce problème de l'évolution des institutions. Et personnellement, je milite évidemment pour que les centres de gestion aient un lien avec l'ensemble des collectivités. Alors c'est un autre problème par le biais du socle commun, ce qu'on appelle le socle commun de prestations qui est offert aux collectivités non affiliées. Et je milite également pour la constitution d'un véritable collège employeur représentant les collectivités. Voilà. Christophe Bonnotte rappelait tout à l'heure en effet son incursion au niveau européen. On a bien compris aussi que la loi de la réforme territoriale était consacrée aussi à cette notion de force par rapport à l'Europe. Votre regard justement sur ce qui se passe au niveau européen, est-ce que vous en tenez compte dans vos réflexions par rapport au statut de ce qui se passe sur d'autres pays, Monsieur Nguyen? Alors, on en tient compte techniquement. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, nous, on est encore en France dans un système de droit latin. Or, l'Europe, aujourd'hui, de plus en plus, on ressent l'influence du système, du droit anglo-saxon, si vous voulez. La grande différence entre le droit latin, à mon avis, en tout cas, sur le statut, c'est flagrant, et le droit anglo-saxon, c'est que on règle les problèmes en droit latin par la création d'autres règles. Aujourd'hui, le statut de la fonction publique territoriale, c'est entre 20 000 et 40 000 textes. Personne ne peut être universel sur le statut de la fonction publique territoriale. On peut tout au mieux très bien connaître un domaine, genre la maladie, les positions, ce genre de choses, ou la carrière, ce genre de choses. Mais on ne peut pas être universel sur l'ensemble du statut de la fonction publique territoriale, alors que quand j'ai commencé, on pouvait l'être. C'est trop compliqué. Il y a des règles et des exceptions pour tout. Aujourd'hui, on ne peut pas gérer le statut sans faire appel à des experts. Mais c'est vrai dans d'autres domaines. Mais enfin, on a trop de normes, on a trop de règles. Donc il faut qu'on simplifie cette chose. Le droit anglo-saxon, lorsque il réfléchit, finalement, pense toujours management avant la règle. Il tient compte du fait de la manière dont les gens vont réagir. Nous, en fait, on met en place une règle, et en fonction des dérives, on crée d'autres règles pour contrer ces dérives. Il faut simplifier. Alors, vous allez donner le micro à votre voisine, Madame la sénatrice Marie-Françoise Pérol-Dumont. J'imagine, Madame la sénatrice, vous êtes d'accord avec les premiers propos de Monsieur Nguyen sur le fait que le statut, il faut le conforter, mais il faut qu'il évolue. Et ensuite, vous allez peut-être développer en effet ce que vous souhaiteriez voir mettre en place pour le faire évoluer correctement, ce statut. Alors tout d'abord, permettez-moi de dire en introduction que le contexte dans lequel se tient ce débat, il est lui en tout cas extrêmement pertinent. Il est pertinent pour plusieurs raisons. Tout d'abord, et cela a été dit par les deux intervenants précédents, parce que la fonction publique, pas seulement territoriale, la fonction publique dans son ensemble subit des coups de boutoir de façon récurrente et de façon exacerbée. Coups de boutoir qui viennent de la droite, c'est idéologique, c'est traditionnel, mais qui viennent aussi de certains à gauche, et on a vu, et non des moindres, le ministre de l'économie qui a dû être recadré par le Premier ministre pour des propos qu'il avait tenus. Donc on voit bien, première raison qui valide ce contexte de débat, c'est les coups de boutoir répétés, portés à la notion même de fonction publique. C'est ensuite, et il y a été fait référence, le contexte européen et le contexte mondial, dont on ne peut pas faire abstraction. C'est aussi le contexte budgétaire des finances publiques.
je veux dire qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Ce contexte-là, il pèse, il va peser longtemps, quels que soient les pouvoirs en place dans les 5 ou 10 prochaines années. Les 30 glorieuses en termes d'aisance budgétaire pour les dépenses publiques, elles sont derrière nous. Et celles et ceux qui disent qu'à côté, il ne faut pas baisser les dotations aux collectivités, sont les mêmes qui disent qu'il faut réduire la dépense publique. Moi, s'ils savent faire, ils me donnent la recette et demain, je serai ministre ou même peut-être Premier ministre. J'attends qu'on me donne comment résoudre cette quadrature du cercle. Donc le contexte budgétaire, il s'impose à nous. Le contexte sociétal, où on vit des crispations de plus en plus exacerbées entre ceux qui ont un travail et ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont une sécurité au travail, ceux qui n'en ont pas, et je pourrais continuer à développer. Également, le contexte de ce mois de septembre, avec les négociations autour du protocole Le Branchu, et moi je suis de celles et ceux qui suis d'accord avec le fait que le Premier ministre ait décidé, j'allais dire à un moment, de siffler la fin de la récréation, parce que le texte Le Branchu, c'est le premier texte qui, depuis les accords du Rafour, c'était en 90, propose de réelles avancées pour la fonction publique. Donc, est-ce qu'on peut jeter le bébé avec l'eau du bain et emprisonner tous les fonctionnaires qui, eux, veulent voir la situation bouger? Je ne le pense pas. Donc, moi, je pense qu'à un moment, il fallait imposer les choses pour que ce protocole, qui quand même, certes, il n'avait pas les 50%, mais était signé par une majorité de syndicats, puisse être mis en place. Mais le débat pourra circuler, et je suis certaine que dans la salle, il y a des gens qui ne partagent pas mon analyse. C'est tout à fait normal, même si je n'oublie pas que je suis fonctionnaire. Les hasards de la vie, de ma vie militante, ont fait que je me suis retrouvée en responsabilité, que j'ai exercé quasiment toutes les fonctions électives, mais mon métier, c'est d'être professeur, donc fonctionnaire, avec une éthique de conviction, mais une éthique de responsabilité. C'est-à-dire que quand j'étais fonctionnaire, mon éthique de responsabilité l'emportait sur mon éthique de conviction. Et j'ai eu parfois à mettre en œuvre des réformes qu'en tant que citoyenne, je n'acceptais pas, mais qu'en tant que fonctionnaire, j'étais chargée de mettre en place. Il arrive parfois que les fonctionnaires dans les collectivités, ils aient à mettre en place des décisions prises par des élus. Les élus qui ont la légitimité démocratique pour prendre ces décisions, elles ne leur plaisent pas, mais ils sont fonctionnaires et donc ils sont chargés de mettre en œuvre les décisions qui sont prises par les élus dès lors qu'elles sont prises de façon majoritaire. Donc ce contexte, il est donc tout à fait opportun, en ce qui le concerne, tout à fait pertinent pour discuter de l'avenir de la fonction publique. Parce que si on n'en discute pas, oui, moi je pense comme monsieur qu'il y a avoir un danger pour l'avenir de la fonction publique, pas seulement territoriale, mais de la fonction publique dans notre pays. Donc il faut se poser ces questions, et ça ne signifie pas pour autant remettre en cause le statut. Ça veut dire qu'il faut accepter de discuter pour voir quelles sont les évolutions. Moi j'ai quelques préconisations pour conforter la notion même de fonction publique. Je me souviens quand j'étais au début de mes années de présidente de département, ce que je ne suis plus depuis l'an dernier, il y avait eu les transferts de compétences sur les personnels TOS. Et une grande inquiétude des personnels TOS, c'était la possibilité de privatisation. Et j'avais dit que, fonctionnaire moi-même, j'étais particulièrement attachée à la fonction publique territoriale, et que tant que je serais en responsabilité, il n'y aurait jamais d'externalisation des services, ce qui a été le cas, mais que pour autant, eh bien, il y avait des règles du jeu qu'il allait falloir respecter. Et notamment, j'ai eu à discuter avec les personnels du fait qu'il y avait un absentéisme exacerbé chez les personnels TOS. Nous sommes rencontrés, nous sommes mis autour de la table, ils m'ont dit notre métier est difficile. J'ai dit oui, il est difficile. Métier des assistantes sociales qui ont en face d'elles des gens violents, il est difficile aussi. Les gars qui travaillent sur les routes en plein hiver, il est difficile aussi leur métier. Or, ils ont moins d'absentéisme que vous, donc posons tout sur la table. Voilà. Et nous en avons discuté. Donc, je veux dire qu'il faut que les choses bougent, il faut que les choses évoluent. Il n'y a pas une vache sacrée qui est la fonction publique dont on ne doit pas parler, qui est inscrite ad vitam aeternam. Si on veut garder une fonction publique de qualité dans notre pays, il faut accepter un certain nombre d'évolutions. Alors moi, j'ai quelques propositions à faire. On pourra en discuter après. Je vais juste vous donner les grands chapitres des propositions que je peux suggérer. Et si vous voulez, je pourrais les développer dans le cours du débat. Je pense que sans fusionner les trois fonctions publiques, il faut renforcer l'unité de la fonction publique. Parce qu'il ne faut jamais oublier que les trois composantes, la territoriale, la fonction publique d'État et l'hospitalière, elles sont les trois triptyques, c'est le triptyque indivisible de la fonction publique, du service public, qui est un et indivisible. Les services publics, dans le service public, il y a service et il y a public. Les agents du service public, ils sont là pour rendre des services au public. On est bien d'accord. Donc, première préconisation, renforcer l'unité de la fonction publique. Deuxième préconisation, rendre cette fonction publique plus attractive. Par rapport à cela, on peut développer un certain nombre de pistes. Et puis, garantir une fonction publique exemplaire, ça n'est pas un gros mot. Et je crois que ces trois piliers-là peuvent permettre de faire évoluer
tout en gardant le statut de la fonction publique, notre fonction publique et lui assurer une pérennité dans un contexte où elle est, je le crois, extrêmement menacée. Tout à l'heure, M. Nguyen parlait du rôle essentiel des élus. Vous êtes élu et notamment il précisait, et ça a été dit ce matin également, qu'il était nécessaire et important peut-être d'avoir en amont une vision des projets que l'on souhaite mettre en place avant même éventuellement de parler de règles, de structures ou de statuts. Est-ce que les élus, en effet, et l'élu que vous êtes, a cette même réflexion d'avoir des projets, d'avoir une vision lointaine des choses avant de mettre en place justement ce qui peut être des règles ? Écoutez, si les élus n'ont pas une vision pour l'avenir de leur collectivité, de leur territoire, et donc par là même de l'architecture en termes de personnel de ce que doit être leur collectivité, il ne faut surtout pas qu'ils soient élus. Donc ça me paraît un présupposé ce matin des échanges, oui. Pardon ? C'est ce qui est un petit peu ressorti ce matin des échanges, notamment concernant la loi de réforme territoriale. Oui. Bien évidemment. Moi, cette loi, vous en avez parlé ce matin, je veux dire que j'y vois une opportunité. J'y vois une opportunité dès lors qu'un certain nombre de choses ont été préservées. De grandes régions à échelle européenne, capables d'avoir une stratégie à long terme, chargée de la planification des grands dossiers de l'économie, ça me paraît tout ça cohérent. Ensuite, bien sûr, le socle de tout ça, les communes. Les communes qui, pour moi, restent... L'intercommunalité, ça n'est pas un niveau supplémentaire, c'est un outil au service du développement. Les communes qui doivent rester la pierre angulaire. Et entre les deux, et je n'ai à dire aux grandes régions que parce qu'il y a eu l'entre-deux qui est resté, la collectivité de proximité, la collectivité des péréquations et des solidarités, qui est la collectivité départementale. À partir de là, je crois qu'on a un triptyque qui peut nous permettre, si nous sommes un peu audacieux, si nous n'avons pas peur de l'avenir, d'avoir des projets, y compris dans des territoires comme les nôtres, j'allais dire peut-être surtout dans des territoires comme les nôtres. Alors, je vous donne la parole, Madame Béziat, puis on reviendra peut-être en développant sur les propositions que vous faites, Madame Perol-Dumont. Mais peut-être pouvez-vous réagir sur ce qui vient d'être dit, notamment sur le renforcement des trois fonctions publiques et d'avoir cette unité de la fonction publique territoriale, de la rendre plus attractive. Alors, vous êtes sur le terrain, vous, au sein de votre communauté de communes, vous êtes conseillère régionale, mais présidente de la Comcom du Selmémac, en Haute-Corrèze. Un peu isolé peut-être, je ne sais pas, c'est idiot de dire ça. Ah non, pas du tout. On n'est pas isolé du tout. Voilà. Je sais bien que le plateau des 1000 vaches engage beaucoup de fantasmes, mais on n'est pas du tout isolé. Et donc, en effet, et troisième thématique que soulevait Madame la sénatrice, l'exemplarité de la fonction publique. Je ne sais pas, une réaction peut-être par rapport à ces trois propositions. Oui, d'ailleurs, tout à l'heure, quand Madame Perol-Dumont a dit l'exemplarité, c'est pas un gros mot. En principe, c'est plutôt la performance qui est un gros mot quand on parle de la fonction publique, plus que l'exemplarité. Si vous voulez, bon, moi, effectivement, je suis élu local, donc sur une communauté de communes, sur une région. Mais comme Madame Perol-Dumont, je suis également fonctionnaire. Donc j'ai commencé comme fonctionnaire d'État. J'étais d'ailleurs à l'IRA de Nantes, dont parlait M. Nguyen tout à l'heure. Mais c'était bien avant l'époque Sarkozy, malheureusement pour moi. Et dès que le train de la décentralisation est passé, j'ai sauté dans le wagon du département. Donc j'ai pu effectivement aussi voir... la construction des départements, ce qui était assez pionnier et assez fabuleux dans l'aventure de la fonction publique. Et donc, ce qui fait qu'en fait, je ne suis pas une exaltée de la fonction publique, mais je ne suis pas non plus une jeter le bébé et l'eau du bain, pas du tout. Je crois que le socle d'un statut est absolument fondamental et ne doit pas être mis en cause. L'agent public est une spécificité, il lui faut un abri et une cathédrale, comme vous l'avez dit, une cathédrale de marbre tout à fait pérenne. Par contre, il y a sûrement des piliers de la cathédrale qu'il faudrait un petit peu rénover et pas refaire que de la décoration, de la peinture. Parce qu'en fait, moi, je poserais plutôt le problème, non pas en termes de pertinence ou de rénovation, mais de modernisation. Je crois qu'il y a des choses assez fondamentales, même dans la philosophie même du statut de la fonction publique, qu'il faudrait revoir. Et je prendrai deux exemples. Les obligations dans la fonction publique. Donc, dans le statut, dans les grands principes qui sont communs aux trois fonctions publiques, on note donc l'obligation de se consacrer à la fonction, le désintéressement, l'obéissance, la loyauté, la réserve, la neutralité, la discrétion professionnelle. Et aujourd'hui, dans la modernité, on est au XXIe siècle, il manque l'obligation de résultat. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment travailler.
Ensuite, deuxième axe, me semble-t-il, de modernité qui manque aujourd'hui dans notre fonction publique, ce sont les leviers de motivation des personnels. Tout le monde s'accorde à constater, parce que c'est un constat, qu'il y a des taux d'absentéisme qui sont effectivement anormaux par rapport à d'autres secteurs d'activité. Donc je ne pense pas que les fonctionnaires soient plus en mauvaise santé que la moyenne des Français. Il y a donc sûrement des problèmes de levier de motivation dans les carrières de fonctionnaires. Et je crois qu'une des pierres angulaires, c'est le mécanisme de la rémunération. La rémunération à l'ancienneté, la rémunération au grade et aux classes. Bon, première classe, deuxième classe, classe exceptionnelle, hors classe. Bon, ça fait un petit peu vieillot, hein. Je pense qu'il faudrait qu'on revoie ces principes-là et avoir davantage de leviers de rémunération et de motivation en termes de rémunération sur des types de fonctions. Donc l'expertise, la capacité à manager, à animer, à fédérer, la capacité à accompagner le changement. Donc il faudrait revoir les critères finalement de classification et de rémunération de la fonction publique. Ça serait plus au mérite, selon vous, finalement? C'est pas le mérite. Le mérite, c'est une... on touche un peu à du subjectif et à de l'affectif. Non, je rejoins le problème du résultat, la compétence, de l'efficacité, de l'efficience. Des réactions, parce que je vois qu'il y a des notes qui sont prises. On enchaîne avec vous, monsieur Perea. Donc vous êtes membre du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Vous avez pris en note en effet différentes choses qui ont été dites. Votre réaction par rapport à tout cela? Première réaction, c'était dit un peu au départ. Je crois que la question du statut, il ne faut pas qu'on la prenne qu'on prenne le statut pour lui-même et en soi-même. Je veux dire, il donne déjà un cadre objectif, je dirais, à la gestion des collectivités locales. Et qui a besoin en même temps aussi de revenir à sa fonction originelle. Il y a des bases qui ont été données, mais qui traversent à la fois la fonction publique d'État comme celle des collectivités territoriales. Les fondements qui étaient au départ la question de la neutralité, de l'objectivité, y compris du recrutement pour les agents, par le biais des concours et autres, c'était y compris l'égalité de traitement des agents, notamment dans leur déroulement de carrière, au niveau de la mobilité, on pourrait développer, c'est y compris la neutralité même du service public. Et je dirais une protection aussi des agents, soumis aussi aux aléas, j'ai envie de dire, de changement et des politiques qui arrivent. Et en même temps, ce que vous disiez, la question de la solidarité, de la cohésion sociale, c'est des choses fortes et qui étaient les principes de base, y compris de la loi janvier 84. Mais qu'on a peut-être oublié, notamment le grand public a peut-être oublié en effet ses valeurs et ses bases du statut, non? Voilà, c'est ça, je crois qu'il faut y revenir parce que ça donne aussi le sens. Tout à fait. Y compris du statut. Et je dirais qu'on peut y rajouter en même temps la volonté de concilier quelque part aussi les logiques hiérarchiques, où quelque part le travail a primé, y compris le collectif qui prime sur l'individuel en même temps. C'est aussi ça le sens, et y compris en même temps la logique démocratique, en même temps où il faut où l'individu quelque part existe face à sa collectivité. C'est aussi des choses. Et donc je dirais que le fonctionnaire, il est dans une position à la fois statutaire, à la fois réglementaire, qui lui garantit à la fois d'abord des obligations de service, mais en même temps une protection individuelle. Après, moi je reviendrai beaucoup parce que, vous le disiez tout à l'heure, on parle de modernisation, on parle d'évolution du statut, mais en même temps, effectivement, c'est pertinent par rapport à quoi et par rapport à qui. Et notamment dans la mise en œuvre, y compris par les acteurs des territoires. Aujourd'hui, on le voit, c'était beaucoup dans la discussion ce matin, mais ça revient, y compris cet après-midi-là, sur l'évolution, y compris des collectivités, au gré des réformes, en même temps, évolution, y compris dans les objectifs et les ambitions, y compris des élus,
Parce que je pense que les élus, aujourd'hui, ils ont des inquiétudes, mais en même temps, ils réfléchissent aussi comment on peut avancer par rapport aux besoins nouveaux qui sont posés dans les collectivités pour les populations qui changent par rapport à l'évolution des territoires, des bassins de vie, des bassins d'emploi. Et donc, c'est pour ça que y a des inquiétudes aussi qui pèsent sur les agents, parce que derrière, ils voient bien que ces évolutions vont bousculer des façons de faire, et je dirais d'agir, y compris dans leur propre collectivité, y compris en termes de formation, qui leur pose y compris la question de la carrière, et la question de l'évolution professionnelle, comment elle épouse quelque part les projets. Et c'est ce qui ramenait ce matin à la discussion, c'est comment ces projets-là, aussi, ils sont travaillés en amont avec ces agents et qu'ils ne soient pas au bout, mis devant le fait accompli, voilà ce qu'on a décidé et on fait. J'entends que les élus ont la légitimité. Je suis moi-même maire. Donc je pense que j'ai la légitimité, mais en même temps, y compris dans ma propre communauté de communes, je pense qu'on a besoin d'ouvrir les réflexions avec les acteurs du territoire, y compris avec les agents. C'est pour ça que... je pense que l'évolution la gagnera, il y a une question démocratique qui nous est posée derrière. Et en même temps, il y a des questions budgétaires. Mais je crois que les questions budgétaires, là aussi, il faut qu'on les prenne. Et là, en termes des élus, je pense qu'il y a à poser les besoins et voir éventuellement les investissements qu'on y met derrière. Parce que aussi, c'est pareil, par rapport à des réponses à des besoins pour les populations, est-ce qu'on les prend en termes, je dirais, seulement d'investissement, et je dirais dans la seringue de la rationalisation, ou est-ce que c'est d'un coup, ou soit un investissement pour l'avenir? Vous parliez de la question de la formation, mais on pourrait prendre sur la recherche, on pourrait prendre sur tout un paquet de domaines qui touchent les collectivités de développement, de logement ou autre. Je pense qu'il y a besoin, nous, derrière, qu'on amène les réponses, et effectivement, quels moyens financiers on va pouvoir mettre dessus. Et c'est un réel débat, à la fois au niveau local, et aujourd'hui dans les strates qui se mettent en place, nouvelles régions, mais y compris avec l'État. Je veux dire, c'est pour ça que la question aujourd'hui des dotations dans les collectivités locales et cette baisse, elle crée débat, y compris chez les élus. Parce qu'on passe du jour au lendemain dans une situation où il y avait encore des moyens de pouvoir projeter pour l'avenir, et aujourd'hui, le sentiment, c'est que tout part et qu'il faut en même temps répondre aux besoins. Et je pense et l'évolution du statut, il faut qu'il intègre tout ça. En même temps, on voit bien comment il y a la question sur en même temps, par rapport qui était posé tout à l'heure sur la question homogénéisation, Europe et autres. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on se pose la question, est-ce qu'on doit aussi tout homogénéiser? Je veux dire, en même temps, avec un risque, c'est de diluer, y compris des choses, parce que je dirais que nos propres territoires, mais comme y compris notre propre territoire national, il a une histoire, il a une culture aussi. Et le danger derrière, c'est qu'à un moment donné, tout ça parte, et au travers, pour tout homogénéiser, y compris la question du statut. Parce que derrière le statut, pour les collectivités, il y a des hommes et il y a des femmes. Les populations, mais il y a des hommes et des femmes, les agents, en même temps. Et je dirais peut-être nous plus, parce qu'on est dans des départements ruraux, en même temps, où y compris il y a un rapport entre les élus et les agents des collectivités qui souvent même tiennent de l'affect dans les petites communes. Et aujourd'hui, les élus sont confrontés à prendre plus en compte, au travers des réformes qui sont en place, plus en compte que derrière il y a des agents, il va y avoir une gestion humaine derrière, et donc le rôle des ressources humaines, je dirais dans tous les domaines, qui va être très fort. Et la question managériale, je dirais, va avoir, un point important dans ces évolutions, parce qu'on peut prendre la question managériale de deux façons aussi. C'est managérial dans un sens de dire il faut rationaliser, ou autrement, c'est comment effectivement on prend le rapport humain, comment on prend la question des mutualisations aussi, en termes de développement, et je crois que là-dessus, il ne faut pas qu'on ait peur. Parce qu'on peut le prendre sur la défensive, mais je veux dire, c'est souvent qu'on a pris les choses sur la défensive et on a pris les coups quand même. Et en même temps, c'est comment on a cet esprit d'ouverture et je dirais, dans un dialogue le plus fort possible. Obligation de résultat, je pense que c'est aussi une question qui nous est posée pour les politiques et les élus.
c'est qu'on se donne des ambitions, des objectifs, y compris en termes de projet. Là, il y a effectivement au bout des résultats qu'on veut. Et je pense que c'est pour ça que ça, il y a besoin. Et je dirais qu'il y a un outil qui s'est mis en place. Alors, il démarre. On va voir aussi comment il va pouvoir s'adapter, évoluer. La question de l'entretien professionnel avec les agents qui, à partir de l'année prochaine, est effectif. Ça va être l'occasion aussi de faire le bilan, à la fois pour les agents par rapport aux objectifs et ambitions de la collectivité, donc de partager le projet avec les agents, et en même temps de regarder derrière. C'est la question, y compris déroulement de carrière professionnelle, de formation. Et je veux dire, là, on a je dirais, un défi énorme dans les années à venir. Et je terminerai là-dessus pour le moment. C'est y compris, il y a des outils pour ça. Il y a les centres de gestion qui sont là, qui existent, qui font. Il y a le CNFPT aussi, certainement qu'il y aura d'intervention peut-être. Il y a y compris le Conseil supérieur, dont je suis membre, de la fonction publique territoriale, qui vont être des outils. Aujourd'hui, c'est comment on les saisit et comment on les utilise. Conseil supérieur qui intervient sur effectivement les textes relatifs aux politiques des collectivités territoriales et statutaires, paritaires, organisations syndicales, employeurs en même temps, et en plus qui a aujourd'hui un droit d'autosaisine pour réfléchir et proposer en même temps, et donc d'où le besoin de lien entre toutes ces strates. Ce qui prouve aussi, ce qui illustre que vous n'êtes pas tout seul, vous les élus, à éventuellement gérer tout ce grand dossier qui est le dossier des ressources humaines et notamment du statut. J'ai envie de dire heureusement. Heureusement. Justement, c'est vous, Nicole Batty, qui représentez le CNFPT. Une première réaction par rapport à ce que vient de dire Monsieur Perea. Est-ce que vous êtes là en effet? Est-ce que vous êtes prêt à appuyer, à aider, à épauler ceux qui auront besoin par rapport qu'ils soient élus ou DGS aussi? Oui, bien sûr. Donc la question pour répondre sur cette question de la formation, si vous le voulez bien, je repasserai par les valeurs pour faire écho à ce que disait Monsieur Bonnotte et donc à la première intervention. Et sur la question de la congruence, les missions de service public à rendre et les principes. Les principes justement posés par la fonction publique. Donc on pourrait en reprendre trois, la question de l'égalité, de la neutralité, de l'adaptabilité. Et je pense que ça rejoint bien des grands défis qui sont posés au service public aujourd'hui. Égalité donc d'accès aux services, qui pose la question de non-discrimination, du fait de pouvoir avoir une distance par rapport aux politiques, et c'est bien donc un des principes du fonctionnaire que de pouvoir être indépendant du politique. La question de la neutralité que l'on peut renvoyer à la question de la laïcité, et là, inutile de broder, on sait que c'est un défi majeur pour le service public aujourd'hui, et il est important que ce soit bien inscrit aussi dans les principes et les valeurs de la fonction publique aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs ce qui fait l'objet du projet de loi relatif à la déontologie. Vous disiez que ça ne fait que confirmer, mais je crois qu'il y a des moments où il est fondamental de confirmer et de renforcer ces principes. Sur ces deux questions d'égalité et de neutralité, je reviens à la formation. La loi de 2007 que vous citiez, Monsieur Bonnotte, elle a eu pour mérite d'introduire une formation d'intégration pour tout nouvel agent recruté dans la fonction publique territoriale. Ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même fondamental qu'un agent recruté pour la première fois, il ait quelques jours de formation pour lui expliquer ce que c'est que le service public, ce que c'est qu'une collectivité par rapport à une entreprise, quel est le rôle du politique, quel est le rôle du fonctionnaire. Et quelles sont les valeurs aussi, peut-être. Et des valeurs, qui pour le moment n'étaient pas forcément si développées que cela. Et c'est pour cela que le président du CNFPT souhaite que l'on toilette ces formations d'intégration. Et puis, par ailleurs, le Conseil supérieur vient de valider l'allongement des formations d'intégration pour les agents de catégorie B et A. Et une bonne partie de cet allongement des formations va justement servir à traiter la question des valeurs de la fonction publique, des questions de laïcité et des questions de valeurs dans le service public, ce qui fait donc la spécificité et le fondement de pourquoi un fonctionnaire pour rendre un service public. Par ailleurs, la question de l'adaptabilité. Là, ça renvoie aux échanges de ce matin. On voit qu'on rentre et qu'on continue à être dans un monde extrêmement complexe, mais qui va se complexifier
Encore plus, les emplois, ils doivent être mobiles, agiles, aussi bien géographiquement parfois que mobiles dans le sens, il faut pouvoir s'adapter et changer de métier. Les carrières s'allongent, hein, elles vont à plus de 40 ans. Il est inenvisageable de pouvoir entrer dans la fonction publique, de pouvoir bénéficier de la sécurité de l'emploi et de considérer que l'on va exercer le même métier selon les mêmes modalités pendant plus de 40 ans. Ça, ce n'est pas possible. Et donc, comment faut-il que le statut évolue? Eh bien, certainement en continuant dans ce qui a été engagé, et l'accord Lebranchu va dans ce sens-là, puisqu'il s'agit de permettre de meilleurs parcours professionnels, et ça renvoie donc aussi aux questions de formation. Il me semble que dans les enjeux d'évolution du statut, il y a la question de la mobilité, de sécuriser le parcours professionnel avec le droit à la formation, mais je dirais même l'obligation à la formation, obligation pour le fonctionnaire aussi, de pouvoir s'adapter aux services publics à rendre. Et donc, la mission du CNFPT, c'est de répondre aux besoins des collectivités et des agents en matière de développement des compétences, c'est de pouvoir former les cadres à penser le service public de demain, et donc à aussi pouvoir l'anticiper, et certainement à pouvoir aussi gérer les ressources humaines de façon différente. Il y a le statut, mais ce n'en est qu'une partie, et il y a effectivement toute la gestion des ressources humaines plus dynamique, de gestion prévisionnelle des emplois et compétences, auquel vous faisiez allusion, et pour lequel il y a certainement matière à formation, et ça c'est aussi en collaboration, je dirais, centre de gestion, CNFPT, que l'on peut agir sur tous ces champs-là. Par rapport aux évolutions sur le statut, il me semble aussi, pour moi le statut est tout à fait pertinent, mais à condition bien sûr d'évoluer et de s'adapter. Et d'ailleurs, il a montré qu'il s'est beaucoup adapté depuis 30 ans. Et puis pour faire un parallèle, on se pose la question de l'évolution du statut aujourd'hui, mais en même temps, j'entends qu'on se pose aussi beaucoup la question de le droit du travail, le code du travail est-il si bien adapté que cela? Donc on voit bien qu'il y a une réflexion globale. Il y a la question aussi de quelle composition, que sont les fonctionnaires aujourd'hui, et sont-ils bien à l'image de ce qu'est la société? C'est-à-dire, trouve-t-on, la société française connaît une grande mixité. Les fonctionnaires sont-ils bien à l'image de ce qu'est la société? Et il me semble que si l'on veut que la fonction publique soit bien acceptée, il faut qu'elle soit à l'image de ce qu'est la société, c'est-à-dire une personne d'origine maghrébine, un jeune d'origine maghrébine aujourd'hui, pense-t-il spontanément à rejoindre la fonction publique territoriale? Et est-ce si facile pour lui? Il suffit de regarder, pendant longtemps, je me suis occupée d'organiser des concours et de regarder dans la salle. Bien, la salle n'est pas du tout à l'image de ce qu'est la société française aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est quand même un des défis que nous aurons à relever, c'est-à-dire qu'il y a la voie du concours, que faut-il pouvoir adapter et faire évoluer pour faire en sorte que la fonction publique soit bien à l'image de la société d'aujourd'hui. Et puis dernier point, si vous le permettez, on a parlé de la complexité du statut, de son extrême complexité, qui du coup est accessible qu'à quelques spécialistes. Il me semble que ça, c'est aussi un problème, parce qu'il me semble que le statut, il devrait aussi être compréhensible et assimilable par le fonctionnaire lui-même, parce que c'est aussi une façon de pouvoir être acteur de sa carrière, de son parcours professionnel, que de pouvoir quand même comprendre, à minima, les grandes lignes de son statut. Et il me semble qu'il y aurait aussi effort de simplification et clarification à faire pour tous. Alors ça, en effet, ça a été tenu dans les propos de M. Nguyen également. Un tour de table avec vous tous, Madame Pérol-Dumont. Alors on a bien entendu qu'en effet le statut doit évoluer, qu'il a relativement évolué depuis les 30 dernières années. Est-ce que finalement la grosse problématique actuelle, c'est la problématique budgétaire qui n'existait sans doute pas sur les 30 dernières années et qui véritablement complexifie les échanges et le débat? Je ne vois pas en quoi le contexte budgétaire actuel pourrait être un frein à l'évolution.
À mon avis, il doit plutôt... Du fait qu'on a beaucoup moins de disponibilité financière. Eh bien, c'est bien pour ça. C'est bien pour ça qu'il faut que tout en gardant le statut de la fonction publique, eh bien, on optimise un certain nombre de choses. Et si vous voulez, quitte à être un peu, non pas provocatrice, mais peut-être un peu iconoclaste, mais vous savez, je vais paraphraser le général de Gaulle qui disait: est-ce que vous pensez qu'à 65 ans, je vais commencer une carrière de dictateur? Moi, je dirais: est-ce que vous pensez qu'à 63 ans, je vais commencer une carrière de démago? Donc, j'ai tout le temps dit ce que je pensais, et a fortiori maintenant. Donc, je vais peut-être, si vous le permettez, Bien sûr. vous dire, j'y ai réfléchi quand le président du Centre départemental de gestion m'a demandé de participer à ceci. Forte de l'expérience qui avait été la mienne d'un quart de siècle d'élu départemental et de 11 ans de présidente, je me suis dit finalement, qu'est-ce que tu retiens? Bon, tu es attaché à la fonction publique, tu es toi-même fonctionnaire, mais quels sont les leviers qui pourraient peut-être bouger sans pour autant modifier le statut? Donc je vais vous dire un petit peu ce que j'ai jeté sur le papier et le verser au débat, et on peut en parler si vous voulez. Pour le premier point qui était renforcer l'unité des trois fonctions publiques. Je crois qu'on pourrait harmoniser les rémunérations et les régimes indemnitaires entre les trois fonctions publiques. On pourrait et on devrait, je le crois, favoriser et faciliter la mobilité entre les trois composantes de la fonction publique. On devrait et on pourrait fixer, peut-être par décret, sans doute par décret, les ratios de promouvables pour éviter les inégalités de traitement dans la promotion des agents. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup interpellée quand j'étais présidente du département. On devrait, je le crois, encadrer et limiter le recrutement des contractuels de catégorie A. On devrait rendre plus équitable et plus transparent le recrutement sans concours des catégories C. C'est toujours très difficile quand on est en responsabilité et qu'on recrute quelqu'un sans concours de se dire sur quels critères on va le faire. Je crois qu'il conviendrait de faire bouger les lignes par rapport à ça. Je crois qu'il faudrait harmoniser les conditions d'avancement d'échelon en supprimant l'avancement systématique et généralisé pour tous les agents d'une même collectivité. C'est quelque chose qui m'avait sidéré quand je suis devenue présidente, cette histoire d'avancement comme cela systématique. On devrait fixer par décret la durée du temps de travail dans toute la fonction publique. Pour rendre maintenant la fonction publique plus attractive, je crois qu'il faudrait valoriser les parcours professionnels en donnant plus d'importance à la valeur professionnelle des agents. Alors ça n'est pas simple, mais moi, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup traumatisé, c'est de ne pas pouvoir valoriser l'engagement professionnel spécifique de certains agents bien au-delà de ce qu'ils devaient à leur statut. Donc, il faudrait trouver un dispositif pour cela. Il conviendrait, je le crois, de transformer une partie des primes en points d'indice. Il faudrait simplifier la grille des rémunérations et des régimes indemnitaires. Il faudrait, et ça va rejoindre pour partie ce que disait Madame tout à l'heure, mais pas seulement, il faudrait offrir un accès, j'ai dit un accès social parce que je ne savais pas comment l'appeler, à des publics défavorisés et à des jeunes de moins 25 ans pour certains postes de catégorie C. Il faudrait accueillir des apprentis dans la fonction publique territoriale. Il faudrait favoriser et encourager la présence d'agents publics dans les territoires les plus attractifs, que ce soit en milieu rural ou dans les quartiers, en supprimant la NBI sous sa forme actuelle, en la revalorisant et en la réservant aux seuls agents qui accepteraient d'aller dans ces quartiers difficiles. Il faudrait renforcer les dispositifs de protection de la santé et de sécurité au travail, notamment pour les métiers pénibles et pour les risques psychosociaux. Je n'avais pas conscience, avant d'être présidente, de ce que ça représentait, les risques psychosociaux. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut intégrer davantage. Il faut aussi favoriser la mobilité. Pour rendre cette fonction publique plus attractive, il faut favoriser la mobilité au niveau européen. Je crois que c'est de plus en plus important. Concernant le côté exemplaire de la fonction publique, comment rendre plus exemplaire encore la fonction publique ? Il faut limiter la nouvelle création de postes en se fixant pour objectif de ne remplacer que les départs à la retraite, parce que la fonction publique, avec la décentralisation, on arrive avec une pyramide des âges où les départs à la retraite vont être nombreux. Et si on se fixe comme objectif de remplacer prioritairement les départs à la retraite, eh bien, je crois qu'on pourrait avoir une gestion intéressante des choses et avoir une vertu d'exemplarité, y compris par rapport à l'opinion publique qui est très attentive au recrutement. Je ne vous dis pas le nombre de lettres déplaisantes que j'ai pu recevoir comme présidente par rapport au recrutement des agents, alors que nous avions un ratio en Haute-Vienne, nous sommes un des départements qui a un ratio emploi-population, agents départementaux population, parmi les départements les plus modérés. Pour autant, nos concitoyens sont très attentifs à ceci. Il faut lutter contre l'absentéisme. C'est pas un gros mot.
Oui, je crois. Je crois que ça a été une erreur de revenir sur le jour de carence. Ça a clivé très fortement entre le privé et le public. Lorsque la ministre Lebranchu est revenue sur le jour de carence, le soir même, j'étais dans une entreprise, j'ai pris une volée de bois vert, je ne vous dis pas, et je pense que les salariés qui m'ont interpellé avaient raison. Ça contribue à cliver, ça contribue à monter les salariés du public contre les salariés du privé, plutôt les salariés du privé contre ceux du public, et c'est un véritable sujet. Je crois qu'il faut le verser au débat. Instaurer une prime d'assiduité, je ne sais pas, ça serait peut-être un peu iconoclaste, mais why not, on pourrait y réfléchir. Il faut optimiser le temps de travail effectif des salariés. Il faut introduire des critères de motivation. Ce n'est pas normal que les élus qui sont motivés, qui fournissent un travail remarquable, ne puissent pas voir cette motivation et ce travail valorisé particulièrement. Moi, j'ai vu... 2000 et quelques agents au Conseil général de la Haute-Vienne. Eh bien, on dit à l'armée, il y a 10% de pertes. Eh bien, dans les collectivités, c'est pareil, mais 10%, c'est peu. Je peux vous dire que la grande majorité des agents, ils vont bien au-delà de ce qui leur est demandé. Et ça, on ne peut pas le reconnaître. Et c'est quand même extrêmement dommage. Il faut favoriser, et Madame l'a dit tout à l'heure, la mobilité externe, j'en ai parlé tout à l'heure, mais la mobilité interne. Et il faut même la poser comme un présupposé de départ. Il faut que ça soit la culture. On ne peut plus, avec l'allongement de la durée de vie, l'allongement du durée des carrières, dire aux gens, vous rentrez sur ce poste-là et vous resterez à ce poste-là. Et c'est toujours un drame. Quand on demande à un agent d'aller sur un autre poste, ça devient tout de suite un drame. Ça ne doit pas être un drame, ça doit devenir quelque chose de culturel et de normal. Et puis, il faut mutualiser, je le crois, les moyens humains entre les services publics. Et deuxième point, parce que je me suis retrouvée à gérer ceci, eh bien, il faut renforcer les outils déontologiques pour éviter les conflits d'intérêts. Et le dernier point, à laquelle Madame a fait allusion tout à l'heure, c'est aussi avoir... il faut systématiser, il faut professionnaliser une gestion prévisionnelle des emplois. Ça n'est pas possible de le faire au doigt mouillé, et ça, les élus, ils ne sont pas nécessairement formés à ceci, et donc c'est absolument impératif de faire bouger les lignes par rapport à ça. Je crois que c'est quelques pistes qui peuvent permettre peut-être de renforcer, de recrédibiliser et de donner une respiration démocratique à la fonction publique territoriale et à la fonction publique en général. Et de redorer, entre guillemets, si toutefois elle avait été un petit peu écornée, l'image auprès du grand public et des citoyens de cette fonction publique et de ses agents. Oui, alors bon, on sait bien que dans les périodes difficiles, les corps sociaux s'opposent les uns aux autres, mais je crois que ça pourrait être de nature effectivement à redonner ces lettres de noblesse à un corps qui doit les avoir et qui les avait, qui doit les garder. Ces propositions, j'imagine, Madame Perrol-Dumont, vous en avez parlé autour de vous, au Sénat ou sur d'autres... Comment réagissent les personnes à qui vous en parlez sur ces propositions dont vous dites qu'elles sont pour certaines iconoclastes? Vous savez, je pense qu'il y en a qui sont beaucoup plus iconoclastes que les miennes. Oui. Hein. Les miennes, elles s'inscrivent quand même dans un cadre d'une préservation du statut de la fonction publique et de la part de quelqu'un qui est très attaché à la fonction publique. Il y en a qui sont beaucoup plus iconoclastes et qui sont, pour le coup, destructrices. Donc je crois que si on ne bouge pas ligne, moi je les verse au débat. Oui, on va voir. Je veux dire que est-ce qu'on peut en parler? En parler, tout à fait. Je crois qu'on doit en parler. Parce que si on n'en parle pas, on rend un mauvais service à notre fonction publique, c'est mon intime conviction, mais elle n'engage que moi. Alors, ok, peut-être une réaction avec vous trois, puis ensuite la salle. On se tournera du côté de la salle pour savoir s'il y a des questions. On commence avec vous, Monsieur Péréa. Très brièvement, il y a tout plein de propositions qui sont amenées. En même temps, c'est aussi, ça rentre dans le cadre aussi du dialogue social, je dirais, avec les organisations syndicales, y compris le Conseil supérieur a actuellement lancé la réflexion sur le livre blanc de la fonction publique territoriale, où ces mêmes réflexions et propositions vont venir se croiser pour essayer effectivement d'avancer en même temps par rapport aux réalités aujourd'hui de la fonction publique territoriale telle qu'elle est aujourd'hui. Après, certes, il y a les contraintes budgétaires et c'est un vrai débat, et là c'est un vrai débat politique, c'est pas là qu'on le réglera aujourd'hui, mais en même temps, il y a effectivement aussi des cadres d'économie d'échelle qui peuvent se faire. Les collectivités y regardent à leur échelon, que ce soit les municipalités, que ce soit les villes, les intercommunalités, les départements et les régions. Il y a des priorités qui peuvent être mises, mais ça ne règle pas tout. Dans la mutualisation, effectivement, bien réfléchie, il peut y avoir des choses qui, à terme, la question est venue ce matin, c'est aussi dans quel échéancier on nous le donne. Ça aussi... parce que ce n'est pas automatiquement dans l'année ou les 2 ans qui viennent que tout sera réglé en termes d'économie d'échelle. Et en même temps, je dirais, il y a des règles aussi qui à mettre. C'est vrai qu'on a une contrainte quand même, les collectivités locales, c'est que nous, on est soumis à une règle d'équilibre entre le fonctionnement
dépenses et recettes, pareil pour l'investissement. Ce qui n'est pas un peu le cas quand même de l'État aujourd'hui, quand on voit les déficits qu'il y a. Voilà. Mais je crois que c'est aussi par rapport à ce qui était amené, par rapport à, je dirais, sur la question de la gestion de l'emploi. Il y a aussi des pistes, y compris que se donnent les centres de gestion dans l'avenir. C'est aussi qu'on travaille beaucoup plus sur les questions de l'emploi en termes aussi de bassin d'emploi, y compris interfonction publique, y compris de façon en termes de mobilité, en termes y compris d'évolution, de changement, comme c'était dit tout à l'heure. Aujourd'hui, un agent, il n'est pas sûr qu'il travaillera pour la même chose tout le long de sa carrière, et donc à un moment donné, comment ces passerelles, elles se créent beaucoup plus facilement. Et c'est vrai que ça demande une harmonisation à un moment donné d'échelle. Des choses existent, qui est un socle commun de toutes les fonctions publiques, mais il y a des choses aujourd'hui, au regard des questions nouvelles, qui a besoin de faire avancer. Françoise Bézière. Alors effectivement, donc dans toute la liste que Mme Pérol-Dumont a pu développer, il y a beaucoup de thèmes très intéressants qui méritent effectivement le débat. Alors on sait que c'est pas toujours facile dans la mise en œuvre parce que chaque thématique, c'est comme une pièce de monnaie, hein, il y a toujours un côté pile, un côté face. Si par exemple on prend le thème de la mobilité, il y a la mobilité choisie et puis la mobilité imposée. Bon, on a bien vu encore ce matin dans les journaux, avec le dialogue social des fonctionnaires avec le préfet de région. Bon, on ne peut pas dire que ce soit le top niveau, n'est-ce pas ? Parce qu'effectivement se posent des questions de mobilité qui ne seront pas forcément choisies. Finalement, on s'aperçoit dans la discussion que nous avons que dans les tentatives d'évolution et de modernisation du statut de la fonction publique, on est quand même encore passé à côté de thèmes importants. Et moi, je ne partage pas du tout ce qui a été dit à un moment donné, de dire que le statut a été de manière régulière et fréquente retoiletté. Donc je pense quand même qu'on est quand même toujours sur des vieux piliers quand même. Et qu'il y a beaucoup de questions qui mériteraient d'être vraiment secouées comme des cocotiers en urgence pour passer le pas du millénaire. On est déjà en 2015, 15 ans de 21e siècle. Je ne suis pas sûre qu'on en ait vraiment fait du positif encore. Christophe Bonnotte, alors après votre intervention d'introduction, ce que vous avez entendu par la suite avec l'avis des différents, à la fois élus et représentants de structures, votre analyse. Je ne sais pas si j'ai une analyse, mais en tout cas, des réactions vis-à-vis d'un certain nombre de... Pardon. C'est une jolie mélodie en même temps. Non, c'est beaucoup plus... Mais oui, mais chacun a compris qu'effectivement, c'est bien celui de Monsieur Nou. Non, ce sont beaucoup plus des réactions plutôt qu'une analyse. Non, je crois que notamment dans les propositions de Madame Pérol-Dumont, moi, ce qui me frappe, c'est que ce sont des propositions avant tout de bon sens. C'est ce que j'allais dire, de bon sens. Oui. Voilà, mais qui n'imposent pas effectivement de procéder. Alors, on va peut-être quitter la métaphore de la cathédrale, de la décoration, du ravalement de façade ou je ne sais quoi, puisque je crois qu'on va avoir épuisé le registre sémantique au bout d'un moment quand même. Mais en tout cas, qui n'impose pas de mettre à bas un édifice statutaire qui est complexe, qui est garant, on l'a rappelé, d'un certain nombre de valeurs. Tout ce qui a été dit peut être mis en œuvre dans le cadre du droit existant. Et je crois que si on pouvait à un moment donné éviter de crisper le débat, le dialogue, autour de la question de l'avenir des textes. Monsieur Nguyen disait tout à l'heure que ce qui caractérisait quand même le statut de la fonction publique territoriale, mais j'allais dire de notre ordre normatif interne, c'est ce foisonnement extraordinaire de textes. Les juristes parlent d'obsédés textuels, vous voyez bien. Donc,
Donc tout ça peut se faire sans en rajouter, sans en enlever, parce que quand on bouge une pièce de cet édifice, on ne sait pas globalement ce qu'on va venir déstabiliser ou déséquilibrer. Donc moi, ce que j'aime bien dans les propositions, enfin je ne sais pas à les aimer ou à ne pas les aimer d'ailleurs, mais ce que je trouve intéressant dans les propositions de Madame Perle-Dumont, c'est qu'elles peuvent être mises en œuvre sans tout bouleverser. Et je crois que ce dont on a besoin, ça n'est surtout pas d'un bouleversement complet, mais plutôt au contraire d'une forme de stabilité et d'une évolution. Là où je vous rejoins par contre, Madame, c'est que l'évolution elle peut être radicale, ça peut être une évolution volontariste, mais il y a deux manières d'envisager l'évolution. Il y a l'évolution radicale, brutale, la révolution, et là l'innovation se traduit par une forme de rupture. Puis il y a l'innovation qui constitue plutôt une forme d'évolution, un changement d'orientation, avec prudence, parce qu'effectivement, il a été rappelé qu'on parle d'hommes, de femmes. La fonction publique, c'est 5 200 000 agents, pas la fonction publique territoriale, mais la fonction publique française, c'est 5 200 000 agents. Et quand on commence à toucher un petit peu à cet édifice, on mesure sans doute mal quelles pourront être ensuite les répercussions. Mais où je vous rejoins, c'est qu'il y a un certain nombre de mots dont on ne doit pas se priver de les prononcer. Il n'y a pas de gros mots, il y a peut-être parfois des mots qui sont un peu tabous, mais rien n'interdit de réfléchir. Vous parliez tout à l'heure de mérite. En quoi le mérite serait-il un gros mot? Là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Le mérite n'est pas un gros mot. Le mérite, s'il désigne encore une fois l'investissement professionnel, la valeur professionnelle, je pense que chacun s'entendra, chacun sera d'accord pour dire qu'effectivement, eh bien, les carrières peuvent évoluer en tenant compte évidemment des accidents de la vie, mais en fonction de l'investissement professionnel de chacun. Et ça n'est pas ici professer encore une fois une position particulièrement iconoclaste. Une réaction aux propos peut-être de Madame Bâti sur le défaut de représentativité de la fonction publique à l'égard de la société française. C'est compliqué là encore parce que il y a un rapport qui, il y a une petite dizaine d'années maintenant, était sorti sur cette question, qui était le rapport Versini, et qui soulignait quand même, là encore, la très grande difficulté, peut-être même d'une certaine manière la vacuité à essayer de faire coller absolument la composition de la fonction publique à la société. D'abord parce que cette composition de la société, on la mesure mal. C'est déjà la première chose. Ensuite, parce que ce décalage qui peut exister entre la fonction publique et puis la société procède de mécanismes sur lesquels nous avons peu de prise. Le défaut d'information auprès de certains publics, des opportunités qui sont offertes en termes de carrière, en termes de métier. C'est vraiment un point sur lequel j'insiste. On ne se réveille pas le matin en se disant je veux être fonctionnaire. Quand on est petit, on ne se réveille pas en disant je veux être fonctionnaire. On se dit je veux être pompier, je veux être infirmière, je veux être policier. Autrement dit, ce qui fera l'attractivité de la fonction publique, mais je sais que je suis convaincu, ce sont avant tout les métiers et les perspectives de carrière qui sont offertes par la fonction publique. Dernier chapitre, les valeurs. On a fait le parallèle, on hésite à le faire et néanmoins on le fait par touche extrêmement prudente entre le secteur privé et la fonction publique. Dans les années 60, en 63, un grand juriste français écrivait que le statut de la fonction publique était mort. Bon, visiblement, il met longtemps à mourir, ce statut de la fonction publique. Il bouge encore et sans doute bougera-t-il encore longtemps. Ce qui est vrai, c'est que progressivement, il y a une forme de convergence entre les règles issues du privé, si l'on veut, et les règles du public, à tel point qu'aujourd'hui les juristes parlent d'un droit de l'activité professionnelle pour bien souligner que sur un certain nombre de chapitres, pas sur tous, il y a on constate cette forme de convergence. Alors oui, effectivement, il y a un certain nombre de points sur lesquels on peut s'inspirer de ce qui se passe dans le privé, hein, les entretiens d'évaluation annuels, c'est une bonne chose. L'apprentissage aussi. L'apprentissage, c'est une bonne chose. La formation, c'est une bonne... La loi sur la formation, elle a quand même été un petit peu calquée sur ce qui se passe dans le privé aussi. Je suis d'accord avec vous, l'entretien annuel d'évaluation, ça va être à mon avis un formidable levier en termes, vous parliez tout à l'heure de résultats, d'objectifs. Ça encore, c'est pas des gros mots, qu'on ait des résultats. Je suis fonctionnaire, moi je préfère savoir globalement ce qui est attendu de moi, je préfère qu'on me fixe des objectifs et je préfère qu'on me donne les moyens de les atteindre plutôt d'être totalement des errances. Je pense que même c'est sécurisant pour les agents que d'avoir un certain nombre d'objectifs, des indicateurs, une évaluation, au moins il y a du suivi, au moins derrière il y a de la formation qui peut être mise en œuvre et tout ça donne quand même une certaine forme de dynamique. Donc vous voyez, on peut se rejoindre sur ces différents éléments.
moi, je ne considère pas que mettre à bas l'édifice soit en soi un objectif, mais au final, si on arrive au même résultat, je crois qu'on aura déjà pas mal progressé. Et de la considération aussi des agents, finalement. Oui. Ça, c'est évident. Voilà. Madame Alors, Béziat, juste puis ensuite la salle, oui, tout rapidement. Petit point de sémantique, effectivement, dans le mot mérite, moi j'y vois beaucoup une consonance morale. Alors que dans la performance ou l'efficacité, c'est plus technique, c'est plus factuel. C'est dans ce sens. Hein. C'est un peu comme la différence entre la souveraineté et le souverainisme. Bon. Alors, on va se tourner du côté... oui, vous souhaitez rajouter autre chose, c'est Madame vrai Béziat? que Oui. la notion de résultat, vraiment, je pense que c'est important. Donc, moi, je suis amenée aussi à travailler dans le secteur médico-social, avec, donc, en France, mais aussi avec des partenaires d'autres pays. Et notamment dans un secteur comme l'autisme, avec des partenaires belges. Et lorsque nous mettons à plat nos manières de faire, comment on fait, etc., revient toujours la même chose. Les Belges nous disent « Ah, mais très bien, vous faites ça, c'est bien, mais quels sont vos résultats ?» Et ça, c'est vrai que ça remet les choses dans le réel, quoi. Quels sont nos résultats? Et les bons résultats, ça redorera l'utilité et le blason du fonctionnaire dans l'opinion publique, parce que ce sont des gens qui ont des résultats. Oui, Christophe Bonnotte, ça sonne à vos oreilles? Oui, et sur la notion, alors je ne parlerai pas de mérite, puisque on va quitter le terrain moral pour rester sur celui beaucoup plus neutre des objectifs, des indicateurs et des résultats quantifiés. Mais il y a la performance individuelle, et puis il y a évidemment la performance collective. Il y a la performance collective. Il y a quelques années, un sociologue, il s'appelle Luc Rouban, mais peu importe, avait sorti une étude sur l'univers axiologique, c'est-à-dire en fait l'univers des valeurs des fonctionnaires. C'était vachement intéressant parce que Luc Rouban expliquait très bien que fondamentalement les valeurs dont se réclament les agents de la fonction publique sont parfois pas très éloignées de celles du secteur privé, c'est-à-dire qu'on dit volontiers des agents publics qu'ils sont extrêmement rigoureux ou rigoristes ou obsédés par l'application de la norme, sourcilleux du respect des procédures au point parfois d'en être extrêmement rigide. Fondamentalement, les fonctionnaires ne se réclament pas de ce type de traits de caractère général. En revanche, ce qu'ils revendiquent, c'est une forme d'autonomie dans la conduite des actions qui leur sont confiées, la possibilité de travailler effectivement en équipe, une forme de créativité ou d'inventivité, je ne sais pas comment il faut la qualifier, dans la mise en œuvre des actions. Ça, le statut peut également contribuer à le défendre, à le garantir effectivement pour les agents. De ce point de vue, que la fonction publique restera attractive. Cette idée d'attractivité chez Mme Perrol-Dumont évoquée, moi, là oui, effectivement, ça me teinte à l'oreille. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à intervenir suite à ces différents propos. Monsieur, oui, on vous porte le micro. Merci de vous présenter. Oui, bonjour. Oui, je suis Daniel Bouer. Alors, je suis actuellement, je suis maire d'une petite commune de la Creuse, Beaumont-les-Mines, mais retraité, pas retraité en tant que maire, mais retraité, donc ancien cadre supérieur à la Banque Postale. Et dans le cadre de ma formation, j'ai eu l'occasion donc de travailler sur une discipline un peu spécifique, ça s'appelle la démographie. Donc je fais une thèse de démographie sur ces questions-là, en particulier sur les populations professionnelles, populations actives, populations professionnelles. Donc il y a une notion qui a été effleurée par Françoise Perrol-Dumont, mais qui n'a pas été véritablement développée. C'est qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le statut, il s'applique avant tout à des personnels qui ont un âge, qui sont plus ou moins âgés, plus ou moins jeunes, plus ou moins vieillis. Et en fonction de cela, tout change. Moi, j'avais démontré dans ma thèse une notion tout à fait particulière, c'est qu'en fin de compte, les rythmes d'avancement étaient d'autant plus rapides que la population se renouvelait beaucoup plus. Une population comme actuellement, comme celle que l'on va connaître, c'est-à-dire des départs massifs à la retraite. Je prends le cas, par exemple, dans le document qui nous a été distribué, la population donc, du Limousin, la population fonctionnaire du Limousin, 7% moins de 30 ans, 37% de plus de 50 ans. Ça veut dire que dans les 10 prochaines années,
vous allez avoir un départ massif de population. Eh bien ça va donner un rythme d'avancement très important, enfin une vitesse d'avancement très important aux personnels qui sont actuellement en fonction, qui sont âgés de 30 ou 40 ans. Donc ça, c'est important. Or, ce que l'on constate, c'est qu'il n'y a pas une uniformisation de la pyramide des âges sur l'ensemble de la France. Le Limousin, traditionnellement, est beaucoup plus, la population des pyramides des âges est beaucoup plus vieillie. Mais donc c'est fonction des régions, c'est fonction également des métiers et des fonctions exercées. Donc, si vous voulez, tout ce débat, moi je connais ces questions depuis une trentaine d'années, tous ces débats, y compris même la notion de compétence. Parce qu'autrefois, la compétence, je ne sais pas si vous savez, mais c'est une notion qui est apparue dans le langage commun, je dirais maintenant, c'est lors d'un congrès de la Ségos en 1984. Autrefois, la compétence, on appelait ça la qualification. D'ailleurs, dans le statut général, il parle de qualification, enfin, de 1982, premier statut, il parle de qualification et non de compétence. Donc, si vous voulez, ce qu'on peut dire pour sortir de ce débat, parce que c'est vrai qu'on a parlé de gestion prévisionnelle, des emplois et des compétences, en réalité, ça masquait tout simplement un problème de pyramide des âges qui n'était pas favorable à l'avancement des personnels. Alors certes, c'est aidé nécessaire, ça a permis d'affiner les métiers, ça a permis de métiariser les métiers, enfin bref. Mais c'était pas suffisant. Et en tout cas, ça bloquait. Donc je pense que l'aspect démographique, en fonction de votre pyramide des âges, ne pouvait pas raisonner de la même façon, de manière uniforme. C'est pour cette raison, et là Françoise Perol-Dumont le disait, qui a intérêt à faciliter les passerelles entre les différentes fonctions publiques. Parce que peut-être la fonction publique territoriale de Limousin n'a rien à voir avec la fonction publique hospitalière, voire d'État. Or, actuellement, c'est très difficile, en raison du régime indemnitaire, de passer de l'une à l'autre. Enfin, il y a des tas d'obstacles qu'il faudrait plutôt lever de ce côté-là. Donc, ce qui revient, vous rejoignez un petit peu les propos qui ont été tenus tout à l'heure. Oui, mais en insistant beaucoup sur la gestion prévisionnelle des âges. Voilà, okay. Des âges. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir, mesdames et messieurs? Oui. En haut. N'hésitez pas à lever la main quand vous voit bien. Merci, oui. Donc, Christophe Nouveau, FSU. Alors, pendant toute cet après-midi, on a loué le statut, en quelque sorte, de la fonction publique et de la fonction publique territoriale en particulier. Alors, c'est vrai que le statut... Pardonnez-moi, vous pouvez vous lever quand vous voit bien, voilà, pour qu'on puisse vous filmer et que tout le monde voit bien. Le statut, clairement, c'est notre bien commun. À nous, agents, alors M. Bonnotte l'a rappelé, parce que non seulement parce que le statut offre un certain nombre de garanties aux agents publics, mais aussi parce qu'il énonce ou rappelle un certain nombre de valeurs, donc mutabilité, égalité, etc., qui sont celles du service public. Donc le statut est au cœur du pacte républicain. Et si on y portait atteinte, si on met à bas le statut de la fonction publique, c'est comme si on met à bas la sécurité sociale ou d'autres institutions fondamentales. C'est la République qu'on met par terre et les dégâts seront considérables en termes sociaux, en termes de lien social. Ça, c'est clair. Ensuite, on a évoqué assez longuement les souplesses que permet le statut, d'un point de vue positif. Mais il y a aussi un certain nombre de souplesses qui créent des inégalités, et Mme Perol-Dumont l'a évoqué, qui créent des inégalités fortes entre les collectivités et donc entre les agents. On peut prendre l'exemple des carrières. Il y a des collectivités qui ont voté des ratios promus sur promouvables à 0%. Ça veut dire qu'elles s'interdisaient, peut-être pour des raisons budgétaires, je n'en sais rien, mais en tout cas la conséquence est la même pour les agents. Elles s'interdisaient la possibilité même de pouvoir promouvoir un agent au grade supérieur. D'autres votaient des ratios beaucoup plus favorables. Et on constate que la majorité des agents de la fonction publique territoriale, qui sont à 85% de catégorie C, il faut quand même le rappeler, ne bénéficient pas d'avancement de grade dans leur carrière. C'est un des constats du protocole parcours professionnel et carrière rémunération qui a été évoqué ce matin ou cet après-midi, ou qui fixe comme objectif de permettre que chaque agent puisse au moins dans sa carrière franchir un grade. Il y a beaucoup de collectivités où ce n'est pas le cas, et c'est bien souvent, bien évidemment, les petites collectivités. Donc on retrouve dans la fonction publique les mêmes inégalités qu'on peut retrouver dans le secteur privé entre grandes entreprises où il y a des niveaux de protection plus intéressants et des niveaux d'évolution de carrière plus intéressants par rapport aux petites collectivités. Autre exemple rapidement, le concours. Le concours, c'est quand même le principe de base
de recrutement dans la fonction publique qui garantit l'égalité d'accès aux emplois publics. Or, on constate que plus de la majorité des agents de la fonction publique territoriale ont été recrutés sans concours, par le biais de la catégorie C et des premiers grades, de l'accès aux premiers grades de la catégorie C. Donc ça crée quand même un écart entre le principe et la réalité qu'on peut constater sur le terrain. Autre exemple, les régimes indemnitaires. Le régime indemnitaire est facultatif dans la fonction publique, donc beaucoup de collectivités n'ont pas de régime indemnitaire, notamment pour les emplois de catégorie C, et le réservent aux postes difficiles à recruter pour pouvoir amener des gens et puis les garder après sur des postes difficiles à pourvoir. Donc ça crée des inégalités considérables. Alors, je voudrais évoquer rapidement deux points quand même. Oui. Voilà, la question de l'absentéisme qui est toujours sensible. Alors oui, il faut discuter de la question de l'absentéisme. Pourquoi ? Parce que l'absentéisme, c'est quand il est important, c'est le révélateur de quelque chose qui ne va pas. Mais ne stigmatisons pas les agents. Ça, c'est important. Parce qu'on ne réglera pas le problème en stigmatisant. Il faut s'attacher à analyser les raisons qui conduisent à avoir un taux élevé d'absentéisme. La pénibilité, l'âge, parfois, quand on a commencé à travailler à 17-18 ans, qu'on en a 50, qu'on fait un métier physique, eh bien oui, on est soumis à un certain nombre de risques professionnels. Il y a le climat de travail, il y a les conditions de travail, il y a le sens aussi à donner au travail, au métier, le sens du service public. Il y a plein d'éléments de ce type qui jouent les risques psychosociaux, qui sont importants dans plein de situations de travail et qui ont des conséquences aussi sur l'état physique des personnes. On sait qu'il y a un lien entre risques troubles psychosociaux et troubles musculo-squelettiques, par exemple. Tous les préventeurs ou tous les médecins du travail, tous ceux qui analysent ces questions-là le disent. Donc il faut traiter ces questions-là, mais sans stigmatiser les agents. Et le dernier point. Et le dernier point, c'était sur la motivation. Je pense que on en parle beaucoup et c'est important parce que c'est ce qui est le moteur du travail. Pourquoi un agent il travaille ? Pourquoi un salarié il travaille ? Parce qu'il a une certaine motivation qui n'est pas seulement liée à la rémunération qu'il reçoit, qui est liée à tout un ensemble de choses, à sa rémunération effectivement, à ses conditions de travail, à l'intérêt qu'il peut porter au métier, au sens qu'il peut donner à son activité, à la reconnaissance qu'il peut avoir, au respect dont il bénéficie ou pas. Beaucoup d'agents, effectivement, se plaignent de ne pas être respectés ou suffisamment respectés. Donc le statut permet, il y a plein d'outils aujourd'hui pour mieux reconnaître véritablement le travail des agents. Mais attention, quelqu'un l'a dit aussi, reconnaissance individuelle, oui, mais cette reconnaissance individuelle ne doit pas creuser les inégalités entre les agents, ne doit pas créer de la compétition entre les agents. Il ne faut pas perdre de vue le sens du collectif, surtout dans le service public. C'est-à-dire le service public avance, pas seulement par la performance individuelle de ses agents, mais il avance aussi parce que collectivement, il y a un sens et collectivement, on avance. Madame Perol-Dumont va vous répondre. Prenez le micro, madame. Merci. Pas répondre, mais peut-être réagir sur deux points. J'adhère à un certain nombre de choses que vous venez de dire, monsieur. Simplement, je voudrais réagir, si vous le permettez, sur deux points. Tout d'abord, par rapport au concours, qui était le principe de base de la fonction publique territoriale, je suis d'accord avec vous. Parallèlement, je pense que vous, comme moi, êtes de ceux qui pensent que la VAE, la validation des acquis de l'expérience, a un sens. Donc, je crois qu'il ne faut pas se refuser la possibilité de continuer à recruter les agents de catégorie C, dès lors, et je l'ai dit, que c'était mieux encadré, et ensuite leur permettre d'évoluer au sein de la fonction publique territoriale, parce que je crois que c'est aussi un enrichissement et une nouvelle approche des choses sur lequel il ne faut pas cracher, tout en préservant effectivement le concours comme base de recrutement. Concernant l'absentéisme, vous avez dit, et je suis d'accord partiellement, que l'absentéisme était un révélateur de ce qui ne va pas. Oui, c'est parfois un révélateur de ce qui ne va pas, c'est parfois un révélateur de ce qui va trop bien. Je vais vous citer un exemple, et je vais revenir au personnel TOS. Lorsque les personnels TOS nous ont été transférés contre notre volonté, moi j'étais de ceux qui n'étaient pas favorables au transfert des personnels TOS, parce que je pense que ces personnels-là font partie de la communauté éducative. Et que si on transférait les personnels TOS, ça veut dire qu'on considérait qu'ils ne faisaient pas partie de la communauté éducative. Bon, voilà, les choses se sont faites, et puis on est resté au milieu du gué parce qu'on a transféré les TOS, mais on n'a pas voulu transférer les gestionnaires, ce qui fait qu'on a une situation un petit peu compliquée. Bon, donc acte. Les personnels TOS ont été transférés aux collectivités. Ils ont donc bénéficié d'un régime indemnitaire bien plus intéressant que ce qu'ils avaient avant. Ils n'ont pas eu des conditions de travail plus difficiles que ce qu'ils avaient avant, parce qu'ils faisaient le même travail. Simplement, que s'est-il passé ? Nous nous sommes attachés, en tout cas je parle de la collectivité que je connais le mieux, nous nous sommes attachés, nous, à remplacer beaucoup plus vite l'absentéisme des personnels TOS. Quand un personnel TOS était absent,
On ne voulait pas laisser ses collègues tout seuls en cuisine ou autre, et donc on remplaçait beaucoup plus vite. Là où il y avait une carence de, mettons, 15 jours pour qu'un agent, lorsqu'il dépendait de l'État, soit remplacé, nous avions mis la carence à 3 jours. Bilan des courses, eh bien, les choses se régulaient moins au sein même de l'établissement. Et donc, nous nous sommes rendus compte de ça, nous avons posé, nous avons réuni, j'ai réuni les personnels tous. Et j'ai dit, mettons les choses sur la table. Vous me dites que votre métier est difficile, ok, il y en a d'autres, on pose les choses. Qu'est-ce qui est plus difficile maintenant qu'il y a 3 mois quand vous dépendiez de l'État? Est-ce que vous ne faites pas le même boulot? Si. Pourquoi y a-t-il plus d'absentéisme maintenant qu'il y en avait il y a 6 mois quand vous dépendiez de l'État? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que vous êtes remplacé plus vite. Et ce qu'il y a donc des régulations internes qui ne se font plus. Donc, je veux dire que voilà, l'absentéisme, il peut être aussi multifactoriel. Il peut être signe de mal-être, il peut avoir d'autres raisons. Et je crois que là aussi, sans tabou, il faut se mettre autour de la table avec les agents et dire voilà, on pose toutes les cartes sur la table. Et je peux vous dire que depuis que nous avons posé ces cartes sur la table, les choses se sont beaucoup régulées, qu'on est arrivé à quelque chose d'un petit peu plus normal. Je crois qu'il ne faut pas avoir de tabou. Il faut oser poser les choses en toute limpidité, en toute sincérité. Alors sur le coup, on ne se fait pas que des copains, mais petit à petit, les choses se régulent. Et je pense que c'est ainsi, à l'intérieur du statut de la fonction publique, sans l'attaquer, que l'on peut faire bouger un certain nombre de lignes et permettre de la préserver. Et moi, je me félicite, j'ai entendu M. Martinez, qui est le secrétaire national de la CGT, je ne sais pas quoi, et qui a dit le syndicalisme, il est par essence réformiste. Eh bien, moi, je dis tout vient à point, à qui sait attendre. Mesdames et messieurs, d'autres interventions, d'autres questions ou réflexions? Quelles sont parmi vous les personnes qui souhaitent intervenir? Oui, monsieur le maire de Saint-Jules-Martel. Une petite question, parce qu'on a beaucoup parlé de statut, mais on n'a pas défini vraiment ce qu'est le service public. Alors, je vais être un peu provocateur. Est-ce que faire des parcs et jardins, on a besoin de neutralité, d'égalité? De faucher des accotements, on a vraiment besoin d'égalité et de neutralité? Et inversement, quand je vois les services sociaux, ou plutôt la médecine qui quitte nos campagnes, pour moi c'est un service public. Aucun doute, c'est vraiment un service public. On n'a pas forcément des fonctionnaires et ce n'est pas ce que je souhaite. Moi, quelque part, je trouve un peu dommage qu'on n'ait pas en préambule un peu défini ce qui doit être fait par des fonctionnaires, qui va garantir justement une égalité et vraiment une neutralité, et ce qui pourrait aussi peut-être quand même être fait par un secteur privé, peut-être d'une manière plus efficace, ou pas d'ailleurs, hein, on ne sait pas. Mais je crois, moi je suis un défenseur du statut, hein, il faut être très clair, je suis un ancien fonctionnaire. Donc, je défends le statut, mais quand même, je crois qu'il faut quand même qu'on se pose la question au moment où on va avoir moins de moyens, il va falloir faire des choix. Est-ce qu'il faut garantir la médecine dans nos campagnes d'une manière, redéfinir ce que c'est et ce qui doit être fait par des fonctionnaires? Ça vous a fait sourire, Laurent Péréa? Alors, vous allez y répondre. Je ne sais pas si j'aurai la réponse. Je crois que, en même temps, je crois qu'il faut à chaque fois se poser la question. Parce qu'il y a la libre action aussi des collectivités pour définir dans quel domaine elles interviennent. Ça sera un peu moins au niveau des départements avec des compétences qui sont parties à la région et autres, mais en même temps, derrière, il y a toujours... Parce que quand on parle des questions budgétaires aussi, c'est aussi se poser la question, qu'est-ce que c'est qui va être le plus efficace, qui va me coûter le moins cher? Est-ce que je le garde en termes de travaux municipaux, en fait, de la collectivité, ou est-ce que je le délègue au privé? C'est surtout ces questions-là qui se posent derrière en permanence. Voilà, je crois que... Après, je vais pas... Après, je voudrais... Vous ne rentrez pas dans le débat sur les espaces verts? Non, on a bien voilà, compris. les espaces verts. Moi, dans ma commune, on les gère, hein, donc, en même temps. Il y en a y compris qu'on fait faire par le privé aussi. Parce y compris, on a un pépiniériste sur la commune, autant le faire travailler. Ça participe aussi à l'économie locale. Non, sur une ou deux questions qui sont venues. Il y a la question, parler de la question démographique, y compris au sein de la fonction publique territoriale. Et c'est vrai pour des départements comme le mien en Dordogne, on a une pyramide des âges qui est très élevée. Et qui va poser la question effectivement du renouvellement et qui pose la question de l'attractivité pour renouveler en même temps. Parce qu'on a aussi ces questions-là. Et donc de pouvoir avoir les compétences dans certains domaines pour pouvoir recruter. Avec des métiers qui rentrent sous tension et qui seront encore plus sous tension dans les années à venir. Je prends les médecins, que ce soit les médecins du travail, que ce soit la question des ingénieurs et autres. Et je crois que là aussi, il y a besoin de réfléchir dans l'évolution des choses. Y compris parce que l'attractivité, c'est aussi pouvoir, en même temps derrière, reconnaître le travail fourni. C'est y compris sur la pyramide, y compris des salaires, y compris tout ce qui rentre un peu dans une partie des propositions que vous faites.
Mais je veux dire, moi, je prends l'exemple, dernièrement, on discutait au niveau du Conseil supérieur sur la refonte du cadre d'emploi ingénieur, notamment des grilles et autres. Et il y avait ce débat-là en même temps, parce qu'il y a favorisé en même temps pour pouvoir avoir, je dirais, de la matière grise qui vienne nous aider à développer, prendre de l'initiative et autres pour essayer de construire, mais en même temps se pose derrière, quelles collectivités pourront se les payer ? Et donc la crainte là-dessus, au travers y compris des hors-classes et autres. Et le risque derrière, et ce débat-là était prégnant, c'est en même temps, pour certaines catégories d'ingénieurs, ce sera des grandes collectivités comme les métropoles ou les régions qui vont pouvoir capter, et y compris des territoires comme les nôtres, le risque de se retrouver avec quelque part des ingénieurs de deuxième zone. Et donc ça pose une question, et notamment en égalité de pouvoir de développement sur les territoires. Il y a de réelles questions qui sont posées. Je crois qu'il faut qu'elles se posent sur la table, effectivement, de façon à voir comment on avance. Et concrètement, je dirais, dans le bon sens pour les collectivités et pour les agents, en même temps, et l'avenir du statut de la fonction publique. Et pour que tous ces échanges ne restent pas lettre morte, concrètement, qu'est-ce qui peut se passer ? Qui va prendre en charge justement toutes ces réflexions ? Ce sont les élus, ce sont les territoires eux-mêmes qui vont... Oui, c'est déjà commencé, vous allez me dire, mais... Les élus, ils ont commencé. Oui. Je vais vous citer un exemple. En Haute-Vienne, les maires du département, avec le conseil général à l'époque, départemental maintenant, ont été des premiers départements à créer une agence technique départementale, en disant, voilà, il y a besoin d'un certain nombre de savoir-faire dans les communes. Les communes n'ont pas les moyens de se payer ces agents-là. Eh bien, nous allons ensemble optimiser. Chacun va participer. Le département, bien sûr, à hauteur à 50, je crois que c'était 50% du tout. Le reste restant à la charge des communes, ce qui leur faisait peu de choses. Et donc, on a créé un pool de savoir-faire, un pool d'intelligence, un pool d'ingénierie à disposition des communes. Maintenant, c'est devenu, d'ailleurs, c'est même inscrit dans la loi. Donc, on a fait comme M. Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir. Et donc, on a anticipé l'inflation textuelle. Monsieur, j'aime bien, je dirais là, dans les parlements, on fait beaucoup de... Je vais parler maintenant d'inflation textuelle. Je vais avoir un grand succès, je pense, si je dis ça dans l'hémicycle. Donc, voilà, je veux dire que ça se fait déjà, tout ça. Hein. Ça existe déjà. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions ou d'autres questions ? Non, mesdames et messieurs, au niveau de la table ronde, Christophe Bonnotte, ou est-ce que vous souhaitez réagir ? Nous allons pouvoir donner la parole à Christian Moulinard dans ce cas-là. C'est bon pour vous tous, mesdames et messieurs, autour de la table ? Ok, merci de vos participations et de vos arguments et réflexions. Et nous allons entendre justement l'analyse de tous vos propos par Christian Moulinard, maître de conférence en droit public et grand témoin de cette journée. C'est à vous. J'ai l'honneur d'être fonctionnaire public, fonctionnaire d'État certes, mais j'ai l'honneur d'être fonctionnaire public. Je suis donc, comme vous, un privilégié aux yeux d'une bonne partie de l'opinion publique. Je m'en fais une raison et je m'en vante. Durant cet après-midi, j'ai l'impression que s'est dégagé un très grand consensus. Ce consensus, j'y participe, mais comme je suis tout de même d'un naturel un petit peu taquin, je voudrais, comme ça, de temps en temps, au fil de mon propos, envoyer peut-être quelques piques, bien sûr, en toute amitié. Je crois que de nos débats, il ressort un constat que je qualifierais d'optimiste, mais je crois que ce constat optimiste qui consiste à considérer que le statut de la fonction publique territoriale et le statut de la fonction publique en général demeure efficient, le consensus s'est fait aussi sur la nécessité d'une évolution. Et je crois que cette évolution, tout de même, doit respecter un certain nombre de conditions. Alors, le constat optimiste, tout le monde semble d'accord pour dire que le statut demeure nécessaire. Pourquoi pas? C'est mon avis. Je crains que ce ne soit pas l'avis de tout le monde. Et je crains que notre Assemblée ne soit pas forcément représentative, et notamment représentative de l'ensemble, Madame le Sénateur, de la représentation nationale. Je ne serais pas surpris qu'au Sénat, comme à l'Assemblée nationale, il y ait quelques parlementaires qui aient une opinion quelque peu différente et qui veuillent véritablement mettre à bas le statut de la fonction publique pour le remplacer par un système de contractualisation. Je grossis, je schématise, je caricature, mais je voudrais simplement attirer l'attention, mais tout le monde le sait, qu'il faudra sans doute rester vigilant.
d'autant plus que dans l'application du statut, les pratiques de temps en temps ne l'ont pas toujours respecté. On en a cité quelques exemples, et puis que certains élus locaux, et depuis bien longtemps, au moins depuis la décentralisation de 1982, certains élus locaux aiment bien les recrutements directs, l'ont pratiqué avec beaucoup d'entrain, et je ne suis pas sûr qu'ils veuillent y renoncer. Le statut, autre aspect du consensus, le statut doit évoluer. On a évoqué des pistes tout à fait intéressantes, mobilité, formation, apprentissage. Alors, mérite ou performance, là où je suis resté un petit peu sur ma faim, c'est que je n'ai pas bien entendu parler des critères d'évaluation. Parce que c'est bien joli de dire mérite ou performance, peu importe le terme. Le critère me paraît bien difficile à définir et cela méritera, me semble-t-il, une très grande réflexion. Alors, on ne bouleverse pas le système, nous sommes d'accord. Nous sommes optimistes, on ne bouleverse pas le système, on le fait évoluer. Il me semble quand même que cette évolution doit être soumise à deux conditions. La première condition, et M. le maire de Saint-Just-de-Martel l'a évoqué, c'est, me semble-t-il, la redéfinition du périmètre des services publics locaux. Et peut-être bien faudra-t-il de mieux en mieux, mais ça ne peut pas être la loi qui peut le faire, ce ne peut pas être un acte des autorités nationales, ce ne peut être fait qu'au niveau local. Peut-être faudra-t-il bien distinguer ce qui relève vraiment de la gestion publique et ce qui relève vraiment de la gestion privée, c'est-à-dire du secteur privé. Pour prendre un exemple, et je ne veux fâcher personne, pour prendre un exemple, autant la construction d'un petit stade, d'un petit terrain de sport dans une commune rurale me paraît relever de l'intervention naturelle de la commune, autant la construction d'un grand stade réservé à une grande équipe qui vit sur un grand pied avec des joueurs très bien payés, je ne suis pas sûr que ça relève du secteur public. Je ne suis pas sûr que ça constitue un service public et je ne suis pas sûr que ça doit être financé par des fonds publics. Ça n'engage que moi, mais je demande au moins que l'on pose la question. Donc, pas trop de règles générales et absolues, une plus grande confiance faite au territoire, au terrain, aux élus locaux, à condition que les élus locaux acceptent aussi de se soumettre à la critique, mais je ne doute pas que c'est toujours le cas. Deuxième condition, et qui me paraît là aussi tout à fait essentielle, je crois qu'il faut se rappeler les grands principes. Alors on l'a fait, mais je crois qu'il faut rappeler les grands principes de la fonction publique. Ces grands principes qui ont déjà fondé le premier statut, le statut de 1946. Le statut n'a pas été conçu pour faire plaisir aux fonctionnaires. Le statut n'a pas été conçu pour faire plaisir aux élus. Le statut, il a été conçu pour garantir une fonction publique de qualité, recrutée par concours, et une fonction publique aussi indépendante. Indépendante des intérêts privés, indépendante des aléas de la vie politique. Indépendante des intérêts privés, moi j'avoue que je suis stupéfait, j'ai vu ça l'autre jour, hier ou avant-hier, je ne sais plus, je suis stupéfait que dans le projet de loi de Mme Lebranchu, on ait cru nécessaire de rappeler l'obligation d'intégrité des fonctionnaires. Alors si franchement on est obligé d'écrire dans un texte, alors pour le coup c'est plus de l'inflation textuelle, c'est de la boulimie textuelle, c'est de la maladie textuelle. Si on est obligé de rappeler ce principe dans un texte législatif, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans notre système actuel. Ce n'est pas parce que quelques fonctionnaires et quelques hauts fonctionnaires se sont laissés aller à des comportements scandaleux qu'on est pour autant obligé de rappeler dans un texte solennel. La loi, pour moi, ça reste un texte solennel. Je sais bien qu'il y en a tellement de lois maintenant que toutes ne sont pas solennelles, heureusement, parce que sinon elles sont tellement mal écrites le plus souvent que si elles étaient solennelles et gravées dans le marbre, les marbriers auraient infiniment trop de travail, mais tout de même, que l'on éprouve le besoin de rappeler qu'un fonctionnaire doit être intègre, ça me paraît quand même révéler un certain malaise social.
Et puis aussi, indépendance à l'égard des aléas de la vie politique. Et là, j'ai une crainte, et personne n'en a parlé, alors je me dévoue, mais j'ai une crainte, c'est la politisation croissante de la fonction publique. C'est valable pour la fonction publique d'État, c'est valable, je le crains aussi, pour la fonction publique territoriale. Qu'un élu engage qui il veut comme directeur de cabinet, c'est la loi du genre. Qu'un élu engage qui il veut comme directeur général des services adjoints, c'est la loi du genre. Parce que c'est comme le gouvernement avec les fonctionnaires à la discrétion du gouvernement, on ne peut véritablement travailler de manière très proche qu'avec des personnes de confiance. En dessous, on me permettra de considérer que les considérations politiques doivent s'effacer devant les considérations de compétence. Et je sais bien... Je sais bien que je décris là un phénomène qui n'est pas général. Je sais bien que je décris là quelque chose qui demeure encore sans doute, je l'espère, je veux le croire, qui demeure quand même sans doute exceptionnel. Je n'en reste pas moins convaincu qu'il faut insister sur ce danger pour que justement il ne se concrétise pas de manière trop générale. Mais pour le reste, vive le statut de la fonction publique. Et merci infiniment à vous, Christian Moulinard. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en droit public et vous avez été le grand témoin de cette journée.